Bonjour à toutes et à tous, vous vous apprêtez à regarder la rediffusion d'une émission qui a été diffusée en direct sur la chaîne Twitch de Mediapart. La prochaine fois, si vous voulez participer, il suffit de vous connecter le lundi à partir de 18h pour poser toutes vos questions à une ou un collègue qui participe à la fabrication du journal au quotidien. En attendant, bon visionnage. Abonnez-vous. Donc ce soir, je vais recevoir Marine Turki qui va arriver incessamment. Elle vient de m'envoyer un SMS. J'arrive dans 5 minutes parce qu'elle était en rendez-vous. Vu les enquêtes qu'elle a sorties récemment, ce n'est pas étonnant, peut-être que vous en avez vu passer. Je parle donc de cette affaire Bruel. Ce soir, on va revenir avec elle sur comment cette enquête est née, comment elle a travaillé sur un sujet qui est aussi sensible, comment elle a géré aussi les réactions, les obstacles au fur et à mesure de l'enquête. Bon, Marine Turki est parmi nous, donc comme je vous l'expliquais, Marine, tu es en rendez-vous. Merci bonsoir, beaucoup. Bonsoir à tous et à toutes, et mille fois désolé du petit retard. Écoute, l'important c'est que tu aies pu venir, surtout que dans le chat, les gens qui nous suivent avaient bien remarqué que tu étais partout, à la radio ou à la télé, et qu'en effet, tu avais un agenda très chargé en ce moment. Donc merci d'avoir pris ce temps. Il y a eu plusieurs questions en fait depuis plusieurs streams, mais aussi dans les replays où les gens nous demandaient quand est-ce qu'on allait revenir, prendre le temps de revenir sur l'affaire Bruel. Voilà, donc c'est ce soir, c'est maintenant. En effet, Ziggy, tout de même 30 ans d'impunité, c'est très grave. Ce que je vous propose, c'est de laisser peut-être Marine refaire la genèse de son enquête. Pour remonter jusqu'à 2019, je vous en ai un petit peu parlé et je vous mets au fur et à mesure les articles, bien sûr. Et après, on va pouvoir détailler comment l'enquête a commencé, les récits des 8 femmes qui ont témoigné en premier auprès de Mediapart et où est-ce qu'on en est dans la suite judiciaire. Il y a plusieurs personnes qui nous demandent quid. Voilà. En tout cas, tu as déjà beaucoup de messages. Merci pour votre travail. Bravo Marine pour tout votre travail d'enquête, d'intervention dans les médias. Merci pour le taf. Voilà. Alors bonjour à tous et à toutes. Pour revenir peut-être sur comment on a commencé cette enquête, parce que c'est intéressant de dire que c'est quasiment depuis le déclenchement du mouvement MeToo qu'on travaille. Au moment du déclenchement de MeToo en France, il y avait des noms qui revenaient de gens qui travaillaient dans les secteurs du cinéma ou de la musique ou des médias qui pouvaient avoir potentiellement un comportement problématique. Dans ces noms, je me souviens qu'il y avait PPDA et quelques autres, et le nom de Patrick Bruel revenait. Mais une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, puisqu'effectivement, une rumeur, c'est pas une information. Ça peut être à minima un point de départ d'une enquête pour aller chercher des témoignages, vérifier des choses. Donc j'avais ça en tête fin 2017, mais il faut attendre fin 2018, un an après, pour que, au détour d'une autre enquête sur Luc Besson, à l'époque on enquêtait avec Lénaïque Bredou et Geoffrey Le Guilcher, sur Luc Besson et sur des accusations de violences sexuelles qui visaient Luc Besson. Et dans le cadre de cette enquête, on me parle, j'évente de 3 témoignages qui concernent Patrick Bruel. Dans ces 3 personnes, il y a Maïdi Roth, qui est une compositrice, une productrice, une ancienne actrice, qui témoigne d'ailleurs dans ma première enquête cette année au mois de mars. Il y a aussi Danielle Elsner, qui est la directrice générale d'Unifrance. Vous savez, Unifrance, c'est l'institution qui promeut le cinéma français à l'étranger. Donc une institution importante dans le monde du cinéma. Mais à l'époque, si Maïdi Roth, elle, me raconte son histoire et parle librement, Danielle Elsner, que j'approche via son entourage en lui disant que j'ai vent de ce qui aurait pu lui arriver des années avant, en 97, au festival d'Acapulco, où elle s'est rendue et où était Patrick Bruel. Pour elle, à ce moment-là, c'est pas le moment de parler. C'est pas le moment de parler parce qu'elle me fait savoir par son entourage que MeToo n'a pas eu un impact très grand, trouve-t-elle, en France, que MeToo est assez frileux, assez timide, et que elle a l'impression qu'on n'entend pas assez la parole des femmes, et que sans doute, si elle prend la parole, elle serait balayée. L'autre élément, c'est qu'on me dit qu'elle est encore très traumatisée par les faits qu'elle dénonce. Donc c'est pas le moment. Mais je garde ces 3 alertes, parce qu'il y en a une 3e, mais là aussi j'arrive pas à pouvoir atteindre cette personne et qu'elle me parle. Donc je garde ça dans un coin de ma tête, comme on le fait souvent en fait dans ces enquêtes
où ça coince à un moment donné, on n'y arrive pas, on met ça non pas à la poubelle mais dans un tiroir et puis on y retourne à un moment ultérieur à la faveur d'une actualité, d'un nouveau témoignage, d'une nouvelle alerte. C'est ce qui s'est passé, puisque en continuant de travailler sur des enquêtes sur des cas de violences sexuelles, je vais avoir plusieurs personnes qui à chaque fois me disent celui sur lequel tu devrais travailler ou vous devriez travailler, c'est Patrick Bruel, et moi j'ai une amie costumière ou maquilleuse ou un tel qui me dit ci, qui me dit ça. Et donc en fait, c'est par ces pistes-là, ces fils à tirer qu'on va avancer. Et puis je vais recevoir aussi notamment un témoignage qui est important, qui m'arrive en 2021. Et ce témoignage, c'est celui d'une femme qui dénonce une tentative de viol au domicile de Patrick Bruel en 2010, et elle me dit qu'elle a porté plainte et que ça a été classé en 2020. Son récit est très précis, très étayé par mail, et je précise que c'est un récit qui est d'abord arrivé à notre service abonné à Poitiers. À chaque fois, via la boîte contact. Voilà, c'est quelqu'un qui a d'abord envoyé un mail sur la boîte contact et appelé aussi notre numéro, et donc ça arrive à notre service abonné qui est à Poitiers, et qui fait quand même un énorme travail de défrichage, de tri, de prendre ces appels pour un peu filtrer pour nous et nous les adresser. Et cette femme appelle en disant qu'elle veut me parler. Après, elle est orientée donc par un mail, elle nous fait son récit par mail, et là c'est fou parce que c'est presque digne d'un film, mais je suis moi-même en train de boucler une enquête sur Éric Zemmour avec mes collègues, donc très prise, je lui réponds quand même, je lui dis qu'il faudra qu'on se parle, on échange, elle m'envoie son récit détaillé par mail, et puis il va se passer des mois. Et puis quand je vais essayer de la recontacter l'année dernière, son mail n'est plus attribué. C'est vraiment atroce, puisque je n'ai plus de moyen de retrouver cette femme. Elle m'avait pas donné son portable. J'ai tout fait, j'ai tout retourné avec toutes les sources possibles, imaginables, judiciaires et autres, pour retrouver cette femme, parce que son récit était vraiment très très précis, très étayé. Et il va falloir attendre le lendemain de la publication de mon enquête au mois de mars pour qu'elle me recontacte et que je lui dise que je l'avais cherché partout pendant tous ces mois, toutes ces années. Donc c'est pour vous dire qu'en fait c'est le temps long qu'il faut pour pouvoir arriver à mener ces enquêtes, puisque donc ce qui se passe, c'est que après toutes ces alertes, ces témoignages au fur et à mesure des années, et d'autres ce serait un peu long de vous détailler tout, mais qui arrivent au fur et à mesure de ces années. Et ben l'année dernière, je reprends un petit peu tous mes témoignages, toutes mes pistes, toutes mes notes, à la faveur en fait d'un moment où j'ai fini un cycle d'enquête, où on a fini le procès Adèle Haenel, où on a fini le procès de Gérard Depardieu, Marine Le Pen et plein d'autres. Et donc il y a un petit creux dans mon agenda et je reprends toutes ces notes. C'est comme ça que ça se passe en fait. C'est aussi qu'on a plusieurs casseroles sur le feu et que là il y avait un petit moment pour reprendre tout ça. Je reprends tout ça. On est au début de l'année 2025, enfin en avril. Je recontacte toutes ces femmes. Je leur dis, voilà, est-ce que vous êtes toujours dans l'idée potentiellement de témoigner, si vous êtes plusieurs, si c'est des faits qui sont recoupés, étayés, une enquête sérieuse. Daniela Elsner, que je recontacte aussi cette fois-ci directement, parce que j'ai entre-temps récupéré son portable, ne me répond pas. Et je vais la relancer 2 mois après, en juin 2025, et elle va m'appeler. Et là, c'est assez bouleversant parce que elle a évolué. Elle a évolué et elle envisage quand même la possibilité, peut-être, de prendre la parole. Mais ce qui la gêne, c'est que elle n'a pas porté plainte. Elle n'a pas porté plainte à l'époque, et que elle est à la tête d'une institution importante et qu'elle dit qu'elle ne peut pas décemment prendre la parole dans les médias, alors qu'elle passe son temps, y compris en interne dans son institution, à finalement traiter elle-même des alertes, des choses où elle a besoin parfois de plaintes, de concret, parfois pour avancer, même de plaintes en interne, je veux dire. Donc elle me dit que c'est important pour elle. Et en fait, je lui réponds que rien ne l'empêche de signaler les faits qu'elle dénonce au procureur, de pas forcément porter plainte, mais de signaler les faits, puisqu'il y a une enquête, et je le sais, en cours à l'époque, au parquet de Saint-Malo. C'est une femme qui a déposé plainte en 2024 pour viol, et ça, je l'ai appris aussi entre-temps. Et donc, en fait, l'idée va un peu cheminer dans la tête de Daniela Elsner, de se dire qu'elle peut finalement parler dans Mediapart, aux côtés d'autres voix, d'autres témoignages, et puis en même temps, porter plainte si elle le souhaite. Et ça, c'est son cheminement personnel qu'elle va faire. Ça va durer des mois d'échanges avec elle, avec les autres que je vais revoir. Je vais repréciser les témoignages, je vais vérifier tout ce qui peut l'être, donc les dates, les lieux, les témoins qui sont cités, contacter les confidents, les confidantes, c'est-à-dire les personnes à qui, au fil des années, ces femmes ont pu se confier, que ce soit à l'époque des faits qu'elles dénoncent ou plus récemment, les dernières années. Et puis, je me rends compte qu'effectivement, la procédure que tout le monde appelle aujourd'hui dans la presse, la procédure des masseuses, mais que moi je préfère appeler autrement parce que ces femmes sont autre chose que juste un mot masseuse. Elles sont employées en fait dans des instituts de soins, elles sont employées dans des hôtels et spas de luxe. Elles font un travail, c'est un travail et qui n'est pas un travail avec des prestations sexuelles. Et c'est tout l'enjeu de ce volet de l'affaire, puisqu'en fait, ce qu'elle dénonce, c'est que Patrick Bruel aurait un comportement complètement déplacé dans les cabinets
cabine de massage et qui leur ait fait comprendre qu'il attendait des prestations sexuelles. Donc pourquoi c'est important ? Parce que finalement, en 2019, les gens sont un peu passés à côté de ça, mais il y a eu à l'époque une femme qui travaillait dans un hôtel de luxe en Corse qui a dénoncé le comportement de Patrick Bruel. Ça a enclenché une enquête judiciaire à l'époque, et comme ça a été révélé dans Le Parisien, et bien d'autres personnes ont appris qu'il y avait cette enquête en cours et se sont manifestées auprès du parquet à l'époque en charge de l'enquête. Cette enquête, elle a été classée assez rapidement, en 1 an et quelques, donc fin 2020, elle est classée. Une autre femme, en dehors de cette procédure, va porter plainte en 2021 pour dénoncer un viol. Elle s'appelle Ophélie Fachefer. C'est un témoignage qu'ont révélé d'ailleurs nos consoeurs du magazine Elle tout récemment. Et elle aussi, sa plainte va être classée assez rapidement l'année d'après. Donc finalement, je pense que ces procédures, en tout cas celle qui a été médiatisée à l'époque, celle de 2019 avec toutes ces femmes qui travaillaient comme masseuses et esthéticiennes, ça a mis un petit coup d'arrêt, y compris à mon enquête, puisqu'en fait, le signal envoyé, c'était celui de parler et il ne se passerait rien, puisqu'en fait, il y avait eu, on le sait maintenant, les signalements de 9 femmes dans cette procédure-là, et ça a été classé sans suite en moins d'1 an. Donc ça, c'est le démarrage de l'enquête, et c'est ce qui aboutit à mon premier article au mois de mars. Peut-être ajouter quand même que, même alors même qu'elles étaient plusieurs, elles étaient 8 dans le premier article qu'on a publié le 18 mars, alors même qu'elles étaient 8, ça restait infiniment difficile. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a été placé en garde à vue, il est mis en examen, on a l'impression que voilà, les choses avancent, que c'est plus facile. Ça l'était pas au mois de mars. Ça l'était pas au mois de mars, et c'est ce qui explique aussi le temps qu'on a mis à publier cette enquête et combien on a cru qu'on n'y arriverait pas. Parce que Patrick Bruel, il est puissant, parce que Patrick Bruel, il est connu, parce qu'il est soutenu, parce qu'il est porteur de la flamme olympique, parce qu'il est invité aux hommages nationaux de l'Élysée, aux Invalides, au Panthéon, parce que tous les ans il sort un album ou une série ou un film, voilà, qu'il a même eu, et c'est presque un pied de nez pour ces femmes qui ont dénoncé des faits dans des cabines de massage. Il a ouvert lui-même un hôtel spa de luxe, avec donc des prestations spa dans le Vaucluse, à l'Île-sur-la-Sorgue. Donc tous ces signaux-là envoyés ont fait que c'était difficile encore au mois de mars, encore en 2026, de pouvoir dénoncer tout ça. Et que je me rappelle que les derniers mois de l'enquête, et notamment janvier-février, ont été très très difficiles. Nous, on fait toujours relire les propos entre guillemets aux plaignantes, donc on leur fait pas lire évidemment l'article en entier, pas du tout, mais les propos qu'on utilise des entretiens qu'on a fait ensemble et qui seront dans l'article, on les fait lire, comme ça chaque mot est pesé, on est bien ok sur ce qu'elles disent dans leur témoignage sur les faits qu'elles dénoncent. Et en fait, ce temps-là a été très long parce qu'effectivement pour elles, et notamment je pense à celle qui était à visage découvert, c'est extrêmement engageant. Et peut-être pour ajouter, puis après je me tais, on prend des questions, mais peut-être pour ajouter que Daniela Elsner, elle a fait un énorme cheminement en 1 an, puisque elle passe de je ne voulais pas parler à d'accord, je vous réponds, je chemine, je décide de parler, je réfléchis à mettre mon nom, allez, je mets mon nom et je porte plainte et j'accepte une photo qu'on voit là dans cet article, une photo qu'a fait notre photographe Sébastien Calvet, qui est un portrait qui a été fait ici au mois de février à Mediapart, et je trouve que dans ce regard on lit tout. Il y a de l'inquiétude, il y a de la combativité, il y a un peu de fatigue à l'approche de l'article qui arrive, parce que ça a été très dur, je pense, pour toutes les femmes qu'on a beaucoup sollicitées, de vérifier tous les éléments de leur témoignage, de leur demander, redemander des choses. Et Daniela Elsner, elle le savait, elle serait très exposée, puisque c'était la personne à visage découvert de cette enquête, et c'était la personne connue de cette enquête, donc on lui doit évidemment beaucoup. Et donc, il y a eu beaucoup d'échanges avec elle, mais en janvier, elle est notamment venue à Mediapart pour recueillir cette fois-ci, on va dire plus officiellement, son témoignage que j'avais déjà entendu, je l'avais déjà rencontré, on avait beaucoup échangé, mais là, j'allumais le dictaphone à Mediapart et on a passé 2h30 ensemble en recueillant formellement son témoignage, et je l'entends, je l'écoute, et je me dis que au-delà de son témoignage sur les faits qu'elle dénonce, tout ce qu'elle raconte sur son cheminement vers la parole publique, parce que la parole elle a déjà existé, elle a alerté beaucoup, et ben ça c'est intéressant, et je lui dis à la fin que ça serait intéressant qu'on en fasse un entretien en plus de l'enquête qu'on a publiée. Et je trouve que cet entretien il est très fort parce que il rejoint d'autres entretiens qu'on a pu faire avec Adèle Haenel, avec d'autres personnes connues ou pas connues, qui racontent tellement combien en fait, contrairement à ce qu'on entend souvent, là, c'est pas que la parole se libère, c'est qu'en fait, elle a raconté, elle a alerté pendant des années, y compris au sein d'Unifrance où elle travaille, et qu'enfin, aujourd'hui, on entend. Et on a titré cet entretien, cette fois-ci, je veux qu'on m'entende, ou qu'on entende, précisément pour ça. C'est une libération de l'écoute et pas une libération de la parole.
Voilà, donc en fait pour moi cet entretien il est aussi important que l'enquête elle-même parce que je pense qu'il participe de la pédagogie qu'on veut faire, que je pense que pour elle c'était important qu'il y ait un peu toute son histoire. Elle se livre quand même beaucoup, c'est une personnalité qui, bon, c'est pas une ministre mais quand même elle a un poste très important. Donc voilà, pour vous raconter tout ce qui a mené déjà au mois de mars et à cette première enquête, et puis ensuite les choses se sont enchaînées, on a reçu beaucoup de témoignages, mais on n'a pas eu tout de suite de l'attention médiatique, disons-le franchement. On a eu quelques reprises au départ du premier article parce qu'elle a porté plainte, Danielle Lesner, donc il y avait des reprises médiatiques sur cette plainte, mais après c'est comme si la vie avait continué normalement et il n'a pas été plus que ça interrogé lui-même, Patrick Bruel. Il a fallu qu'on publie un deuxième volet d'enquête, 15 témoignages le 7 mai dernier. Ce qui est intéressant, c'est que là, il y a carrément eu aucun écho. Alors que dans cette enquête où il y avait quand même 15 témoignages de femmes qui accusaient Patrick Bruel de violences sexuelles et sexistes, dans ces 15, il y avait 2 femmes qui dénonçaient des viols et la sensation d'avoir pu être droguées. Et donc, en fait, une forme d'accusation de soumission chimique, donc des accusations très graves. L'une était mineure au moment des faits qu'elle dénonce. Et on sait aujourd'hui que c'est Flavie Flament. À l'époque, elle a voulu témoigner anonymement, mais c'est important de dire que quand elle était Eva, quand elle témoignait sous le prénom d'Eva, ça n'a pas intéressé beaucoup de médias français. On a eu des sollicitations de médias belges, québécois, suisses, beaucoup. Et aucune sollicitation de médias français après ces 15 témoignages, pas même des coups de fil pour vérifier, pour rendre compte éventuellement de cette masse de nouveaux témoignages. C'est comme si ça n'existait pas. Il a fallu une semaine plus tard pour que Flavie Flament, justement, consciente que cette affaire pouvait, je pense, être à nouveau enterrée ou à nouveau pas entendue, en tout cas, eh bien, elle est sortie du bois dans Mediapart. Elle a dit Eva, c'était moi. Elle a porté plainte et elle a témoigné dans Mediapart en vidéo quelques jours après. Voilà, un sujet vidéo qu'on a fait avec Vianney Laurin et Juliane Roland et qui a été un moment important de bascule, je crois, de cette affaire. Voilà, pour embobiner un petit peu les 7 années. Pardon, j'ai fait un petit tunnel, mais pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé pour nous pendant 7 ans. Et évidemment, beaucoup d'interrogations en interne, de discussions sur à quel moment on se dit qu'on est prêt à publier au mois de mars, à quel moment on se dit qu'on a assez. Donc ça, c'est des discussions qu'on a beaucoup eues avec Lénaïque Bredou, qui est co-directrice éditoriale de Mediapart et responsable des questions de genre et de violences sexuelles, et avec Michael Ashdenberg, qui est co-directeur du service enquête avec Fabrice Arfi. Donc c'est des discussions à plusieurs, c'est-à-dire que derrière un article qui va être signé par un journaliste ou une journaliste, il y a un travail collectif, il y a un travail d'échange et on passe notre temps à se poser des questions, à douter, et c'est normal, c'est notre métier, et à se dire, voilà, est-ce que là on est prêt, est-ce qu'on a assez pour y aller, et voilà, et on était prêt le 18 mars dernier. Merci pour ce récap qui était, je pense, nécessaire vu quand même le nombre de personnes qui sont parties prenantes dans l'enquête. Je remonte parce qu'il y a eu pas mal de questions. Le truc classique, est-ce qu'il y a d'autres stars qui sont sous le radar de Mediapart? À chaque fois, vous posez la question. Vous croyez que Marine, elle va le dire là? C'est bien essayé. Nous, on parle des enquêtes une fois qu'elles sont publiées. Mais là, il y avait des questions plus sur la responsabilité. Ce qui me questionne, c'est que ces agressions ont lieu en milieu professionnel. Est-ce qu'il n'y a pas de code du travail dans la musique? Les employeurs sont responsables, non? C'est une bonne question parce que ça, c'est quelque chose qu'on a vraiment essayé d'amener aussi dans nos prises de parole, là, dans les médias et dans les articles et la pédagogie qu'on essaie de faire aussi. C'est que, évidemment, tout de suite, on a en face de nous des avocats notamment sur les plateaux télé qui nous disent présomption d'innocence, fin de l'histoire, il doit pouvoir continuer à travailler, etc. Nous, notre point de vue, notre réponse, c'est de dire qu'on n'a pas à dire qui doit travailler ou pas. Par contre, on a à rappeler que dans le droit, il y a le droit pénal et la présomption d'innocence est un principe effectivement évidemment fondamental, mais dans le droit il y a aussi le droit du travail effectivement, et vous avez raison de poser cette question parce que dans le droit du travail il y a l'obligation légale de sécurité des employeurs à l'égard de leurs employés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement s'il y a un risque, s'il y a des accusations notamment de violences sexuelles et de potentiels crimes et délits qui émergent, eh bien l'employeur se doit d'agir et de mettre en place des mesures de prévention, des mesures à titre conservatoire, des mesures de précaution pour assurer la sécurité et la santé physique, mentale de ses salariés, de ses employés, etc. Donc ça s'applique par exemple potentiellement au théâtre où Patrick Bruel jouait tous les soirs jusqu'au mois de juin, là normalement au début juin. Ça s'applique potentiellement aussi à la tournée qu'il avait prévue avec tout un tas de femmes qui allaient travailler, je sais pas, comme techniciennes ou autres
les salles de spectacle ou en marge de la tournée. Donc on a voulu un peu amener sur le devant de la scène un peu cette question du code du travail effectivement et de l'obligation légale de sécurité, qui est quand même quelque chose encore de très peu connu, de très peu amené, qui est amené aussi par le collectif Musique Tout, qui travaille beaucoup depuis 2020 sur ces questions de violences sexuelles et qui rappelle le code du travail en la matière. Et je trouve que c'est intéressant de prendre les choses par ce biais-là. Pourquoi ? Parce que dans toutes les affaires qu'on a, je pense à l'affaire Depardieu et vers Zemmour, etc. Il y avait des questions qui se posaient justement, typiquement d'obligation légale du producteur dans le cadre de Depardieu sur un tournage, ou obligation légale des médias qui ont employé Éric Zemmour, où là aussi il y avait des accusations de violences sexuelles à CNews, au Figaro, etc. Donc voilà, je pense que prendre les choses par ce biais-là est important. C'est factuellement rappeler qu'il y a cette obligation légale qui est un peu méconnue du grand public, parfois c'est vrai. Et Raptopta se poursuit, du coup, est-ce qu'il y aura des suites judiciaires pour les employeurs ? Alors, ce qui est sûr, c'est que dans certaines affaires, celle-ci ne fait pas exception, mais je pense aussi à l'affaire PPDA avec la question de TF1, puisque beaucoup des faits dénoncés ont eu lieu dans les bureaux de PPDA à TF1. Les plaignantes pourraient tout à fait attaquer leur employeur pour non-respect de cette obligation, pour tout un tas de choses. Donc c'est tout à fait quelque chose qui est possible, et parfois elles le font, ou parfois elles l'envisagent, ouais. Et c'est une double bataille à mener contre le mis en cause et contre l'employeur. On a un témoignage de Horse Loverfat. Hello, je travaille dans le milieu du ciné et l'usage, c'est que si une stagiaire se plaint d'un gars comme Bruel, on la change de poste et on met quelqu'un d'autre. C'est double peine. Et oui, tout le monde savait, mais souvent on la prenait d'une bouche sur un autre tournage. Au vu de ce que j'ai entendu, vous en avez pour des années de révélation. Et habitant pareil, moi, c'est une stagiaire de 17 ans qui m'a parlé de lui. Merci de votre travail. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui se disent, si tout le monde savait, pourquoi personne n'a parlé? Alors ça c'est une grosse question, mais pour répondre déjà précisément à cette question, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, souvent, on a l'impression que la personne qui dénonce des violences sexuelles devient le problème, et que souvent on la déplace. Il y avait une statistique qui est un peu ancienne maintenant, mais qui est tellement révélatrice, qui était une statistique de l'AVFT. L'AVFT, c'est l'association de lutte contre les violences faites au travail, association qui fait un boulot important et crucial depuis 1985, et qui avait dans les années 90 fait un petit peu sur la base de ces dossiers une statistique qui montrait que 95% des femmes qui ont dénoncé des violences ou du harcèlement au travail finissaient, elles, par quitter leur emploi ou leur poste, et pas l'inverse, pas le mis en cause. Je pense qu'aujourd'hui on serait peut-être autour de 70%, heureusement ça a un peu baissé, mais ça reste encore malheureusement trop souvent le cas. Il y a aussi beaucoup de personnes, et je pense notamment sur un tournage, qui se disent mais en fait moi je vais mettre 50 ou 100 personnes au chômage si je dénonce Depardieu, Bruel ou que sais-je, ou je ne vais pas être entendue. Donc elles-mêmes vont se réfréner, ou la production ne va pas toujours effectivement les entendre, et ça c'est une évidence que il y a encore du chemin à faire dans la réception de ces témoignages, et que aussi les employeurs comprennent que le pénal c'est une chose, mais qu'il y a le droit du travail, que quand on a connaissance en tant qu'employeur d'accusations de violences sexuelles et donc de potentiels crimes et délits, on doit agir. C'est une obligation légale d'agir, de faire une enquête interne, d'entendre les différentes parties, et qu'il y ait une plainte pénale ou pas. Et ça, je crois que les associations et tous ceux qui travaillent de près le code du travail, les syndicats et autres, rappellent en fait ces éléments très factuels, mais c'est pas quelque chose qui, je pense, a encore imprégné le grand public. Non, merci du coup de le rappeler. Je vais vous envoyer le lien vers l'AVFT en ressources. On a plusieurs questions sur le contradictoire, et c'est vrai que c'est d'autant plus important d'en parler sur toutes ces enquêtes VSS. Des personnes te demandent à quel moment tu contactes la personne qui est mise en cause, donc Patrick Bruel. Comment il réagit? Est-ce que tu sais comment il réagit? Quelle est la marche à suivre pour un contradictoire? Combien de fois on contacte la personne si elle ne répond pas? Alors là, très concrètement, de mémoire, c'était le 9 mars. Donc, on contacte le mis en cause, ou même les institutions ou entreprises qui seraient mis en cause potentiellement, dans la dernière phase de l'enquête. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait emmagasiné tous nos témoignages, toutes nos vérifications, tous nos éléments pour avoir la possibilité de soumettre tous ces éléments qu'on compte utiliser potentiellement au mis en cause. Donc comment ça se passe? Concrètement, le 9 mars, j'ai pris mon téléphone le lundi matin, j'ai appelé Patrick Bruel qui n'a pas décroché.
sans surprise. Et j'ai ensuite appelé celle que je pensais être sa communicante de crise, avec qui j'avais déjà échangé par le passé. D'ailleurs, parenthèse, on a raconté toutes les coulisses de ça dans, Michael Aschenberg, le co-directeur du service enquête, a raconté ça dans notre dernière lettre enquête newsletter coulisses qui est sortie samedi. Donc, si ça vous intéresse un peu d'en savoir plus sur les insides et les coulisses de ce contradictoire et de l'impact aussi d'une communicante de crise dans cette affaire, on a raconté tout ça en détail et Mickaël le raconte très bien. Mais donc j'appelle cette communicante de crise et je lui dis qu'on aimerait un entretien avec Patrick Bruel, parce que nous, notre but, c'est vraiment de décrocher une rencontre, un entretien. Pourquoi ? Parce que déjà ces sujets sont complexes, on a beaucoup de témoignages à évoquer, c'est beaucoup plus simple de le faire à l'oral et de pouvoir un petit peu avoir une discussion en ping-pong, de recueillir ses réponses, ses explications, ses commentaires sur tous ces éléments et toute cette affaire. Et là, il y a eu un peu un bras de fer, parce qu'en fait, en face, ils essayent, avant d'accepter ou non un entretien, d'en savoir plus. Et j'ai fait quelque chose que j'ai jamais fait d'ailleurs par le passé dans ces enquêtes, c'est que j'ai dû envoyer, non pas encore mes questions, ce qui nous arrive après une fois que l'entretien a été refusé, ce qui est souvent le cas, mais d'envoyer la liste des faits reprochés, des lieux et des dates. C'est-à-dire, par exemple, accusation de viol, Dinard 2012. Voilà. Jamais j'ai eu à faire ça, mais visiblement, ils avaient besoin d'un peu d'éléments pour savoir si oui ou non il acceptait de nous rencontrer. Donc là, il y a eu un bras de fer, sa communicante essayait d'en savoir plus, elle m'appelait, etc. Et elle a fini par refuser l'entretien. Pour Patrick Bruel, on a dû envoyer des questions écrites extrêmement précises. Alors quand je dis extrêmement précises, c'est parfois 10 pages sur Word ou 18 pages sur Word, enfin des questions qui sont longues, détaillées, qui sont quasiment ce qui figure d'ailleurs dans l'article, avec à chaque fois les témoignages et des questions pour Patrick Bruel. Est-ce que vous avez souvenir de ça ? Est-ce que vous connaissez cette femme ? Quelle est votre version de cet épisode ou de ce qui est dénoncé par cette femme ? Quel est votre commentaire, etc. C'est des questions ouvertes et c'est des questions qui nécessitent justement... Nous, on veut chercher en fait ces réponses. Et ce contradictoire, souvent d'ailleurs, nous apporte aussi parfois des réponses, des confirmations d'éléments. Donc c'est pour nous une phase à part de l'enquête qui est très importante. C'est pas du tout, comme on l'imagine trop souvent, un coup de fil 24 heures avant de publier. Moi, je répète ça parce que je pense que dans l'imaginaire commun, on copie-colle des témoignages et puis 24 heures avant, même pas, quelques heures avant, on appelle Patrick Bruel ou Gérard Depardieu ou Gérard Miller ou que sais-je. C'est pas du tout le cas. Ça a été une longue phase qui s'est étalée sur des jours et des jours. Ils m'ont répondu donc à ces questions écrites que j'ai envoyées ensuite, une fois l'entretien refusé, la proposition d'entretien refusée. Ils nous ont répondu le 13 mars, mais on a dû finir par mettre des deadlines puisque ça traînait, que même constituer un peu des contre-témoignages, passer des coups de fil, ça s'agitait beaucoup. Et nous, il faut qu'on arbitre à ce moment-là entre le temps qu'on doit laisser au contradictoire, et c'est normal. On doit laisser un peu de temps, c'est normal. On fait état d'accusations graves, parfois anciennes, qui nécessitent un petit peu qu'ils puissent retrouver peut-être des éléments, nous prendre le temps de nous répondre, etc. Et en même temps, ne pas laisser trop de temps, parce que c'est un temps durant lequel nos questions, nos éléments se circulent entre les avocats de Bruel, sa communicante et peut-être d'autres gens, je ne sais pas. Donc, on a un peu, à un moment donné, peur que nos sources soient atteintes, sollicitées, qu'elles prennent peur. Voilà, c'est un moment assez stressant et c'est un moment où on doit à la fois laisser du temps et ne pas non plus laisser 3 semaines. Donc, voilà, le 13 mars, j'ai récupéré les réponses des avocats de Patrick Bruel et de sa communicante. Et puis, on a été en mesure de prendre en compte tout ça, d'écrire l'article, et il est sorti le 18 mars. Mais donc ça, c'est une phase qu'on répète à chaque fois, sur chaque enquête. Alors bon, là, on a compris qu'il ne recevrait pas pour un entretien, mais je l'ai acté noir sur blanc puisqu'il y avait un refus en face. Mais on envoie toujours des questions sur les éléments nouveaux dont on va faire état. Vu que tu as parlé de sa communicante de crise, c'est assez surprenant. Il y avait une question, je remonte, il y a plusieurs questions là-dessus. Ça interpelle notamment Terence. Je ne retrouve plus ta question. Je scrolle. Ça trappe. Ah, attends. Terence. Est-ce que tu peux nous parler donc de sa communicante de crise, du rôle de son entourage pour tenter d'imposer son narratif dans les médias ? Et je regroupe avec une autre question qui vient d'arriver sur... Je scrolle parce qu'on a vraiment eu beaucoup de questions. Qui y va ? Marine, j'écoute pas mal de vos interviews en ce moment et vous avez parlé dernièrement de l'agence de communication de crise. Ne peut-on pas avancer l'idée que ces agences de com de crise font partie du problème ? Est-ce que toi, t'es souvent confronté ? Est-ce que ça arrive que des personnalités ont comme ça leur propre communication de crise ?
Oui, alors justement, on s'en parlait à Mediapart en se disant que les avocats, c'est un cadre qui est encadré, un cadre déontologique qui est clair, on sait leur travail, on sait que c'est normal que Patrick Bruel ait des avocats, c'est l'état de droit, il a le droit à une défense, etc. On voit un petit peu le travail des avocats. Les communicants de crise, ça c'est quelque chose où on est ailleurs. On ne sait pas très bien quel est le cadre de leur action, jusqu'où ils vont, et on l'a eu dans plusieurs affaires. Je vais citer quelques exemples. Récemment, dans l'affaire Olivier Legrain, on a eu un communicant qui était là dès qu'on a posé nos questions, qui a fait l'entretien. On a fait un entretien avec Olivier Legrain, le communicant était présent, etc. Luc Besson, il y avait l'agence Havas, que je dise pas de bêtises. On en avait parlé à l'époque et ça a été très difficile en fait de travailler avec cette agence en face qui était en sous-marin, puisque nous on n'était pas en contact avec elle, mais il y avait cette agence qui était missionnée. On l'a vu dans d'autres affaires, y compris Sarah Brett sur l'homme pâle, notre collègue Sarah Brett dans l'enquête sur l'homme pâle, DSK, Polanski. Donc c'est pas nouveau alors. C'est pas nouveau, mais c'est quelque chose qui est de plus en plus présent. Si d'ailleurs je parle d'autres affaires que celle de Mediapart, Jean Imbert, le chef, le fameux chef, mis en cause aussi pour violence, lui aussi avait une communicante de crise. Donc pourquoi c'est compliqué, c'est qu'en fait officiellement leur travail c'est de répondre aux journalistes. Ça c'est sur le papier. Dans les faits, vous le disiez, c'est d'imposer un narratif. Donc en fait, ça prend la forme, on le raconte dans la coulisse enquête de Mickaël, mais ça prend la forme de coups de fil, ou si je prends l'exemple de mon deuxième volet d'enquête où on allait révéler des accusations de soumission chimique, de coups de fil pour me dire que quand même, là on passe un cap dans les accusations, qu'on n'a rien pour écrire ça, que sur les autres accusations, oui, on a des éléments qui étayent, mais que là, sur ce cas-là, on est en train d'en faire je me souviens des mots, on est en train d'en faire un Dominique Pellicot sur la base de 2 récits sans éléments. Voilà ce qu'on me dit. C'est une conversation qui va durer 40 minutes, où à la fois la communicante essaie d'en savoir plus, et à la fois elle essaie aussi quelque part de me faire comprendre que on n'a rien pour écrire qu'il est accusé de soumission chimique, alors que c'est quand même le récit de ces 2 femmes. Ouais. Et que à l'inverse, pourquoi on censurerait cet élément si on l'amène avec prudence? Et je crois qu'on l'a fait. On a bien expliqué que évidemment des années après, on n'avait pas d'analyse sanguine ou de preuves matérielles, et d'ailleurs on en a rarement au-delà de 48 heures dans ces affaires-là où il y a des accusations de soumission chimique, malheureusement, quand des analyses n'ont pas été faites immédiatement. Donc on a été prudent dans la manière de l'amener, mais là aussi on a vu que finalement le rôle de la communicante, c'était quand même de semer le doute. Et ça ne marche pas avec Mediapart, mais la question se pose de savoir est-ce que ça peut marcher avec d'autres médias, notamment des médias amis un petit peu ou plus proches, ou même des médias que peut connaître cette communicante. Et on a vu fleurir tout un tas d'articles avec des proches de Patrick Bruel anonymes, de l'entourage de Patrick Bruel, disant combien il était dévasté de tout ça, combien il ne comprenait pas ces accusations, mais qu'il allait se défendre, etc. Et vous voyez tout de suite que si on remplace les proches ou l'entourage dans les articles par sa communicante de crise, Clara Polzamour, dit que c'est quand même pas la même chose que des proches qui seraient cités en plus. Dans l'un des articles, c'était l'anniversaire de Patrick Bruel. Donc on avait l'impression d'être dans son salon. Donc en fait, il y a une sincérité, une authenticité qui se dégage des témoignages qui sont retranscrits dans la presse à cette occasion, parce qu'on a l'impression qu'on a directement ce qu'a pu dire à ses proches dans l'intimité, dans le cercle privé, Patrick Bruel. Donc on y croit davantage que si c'est sa communicante de crise ou ses avocats qui le disent. Donc c'est un exemple pour imposer un narratif. Donc c'est là où ça devient du coup une bataille de communication contre information, et où nous on essaie de garder le cap. Mais là, il nous a semblé que quand même ça devenait une information, ce qui se passait avec le rôle de cette agence de communication de crise, qui encore une fois n'est pas la seule. Il y a d'autres agences, il y a d'autres cas, des agences qu'on retrouve parfois quand il y a d'autres accusations que des violences sexuelles, des affaires politico-financières ou autres. Mais aujourd'hui, on les retrouve beaucoup dans les affaires de violences sexuelles et ça devient un vrai sujet. Tu parlais donc de ces soutiens dans le milieu des médias. On avait plusieurs questions. Il y avait une interrogation en mode qui fait partie des soutiens. Il y a Raptoptas qui demande est-ce que vous pouvez préciser quel est cet environnement de protection? Est-ce que ce sont ces avocats? Est-ce qu'il y a des connexions avec des affaires que les avocats auraient déjà défendues? Est-ce que c'est des personnes qui sont habituées aussi à ces sujets? Pour répondre dans l'ordre, sur les médias, nous, ce qu'on a montré avec Samia Dechir, avec qui j'ai fait cette enquête, c'est que il y avait un certain nombre de consignes dans des rédactions. On a pris des exemples concrets, Télématin,
Matin, 50 minutes inside, Envoyé spécial, Femme actuelle, etc. On a pris des exemples dans la presse écrite et dans la presse et dans les médias télévisés. Que disent en fait ces témoignages? Ils disent que les femmes étaient souvent alertées qu'il ne fallait pas se retrouver seules avec Patrick Bruel, et que d'ailleurs, notamment à 50 minutes inside, émission de TF1, on envoyait des journalistes masculins par précaution. Et ça, c'est des questions du coup qu'on a posées aussi du coup aux rédactions en question, aux directions des rédactions concernées, notamment à TF1 en l'occurrence pour 50 minutes inside. Et là aussi, ça a été un bras de fer. TF1 a essayé de savoir un peu ce qu'on avait, si on avait beaucoup de témoignages. Ils ont essayé un peu de glaner des informations en m'appelant. Et à un moment donné, on leur a dit, bon, bah, nous, on vous a posé les questions. Maintenant, on va faire état de ces témoignages. Est-ce que vous réagissez? Est-ce que vous répondez à nos questions? Et contre toute attente, au dernier moment, vraiment à la dernière minute de la deadline, on a eu une réponse de TF1 qui est intéressante, puisque c'est sa réponse officielle, qui reconnaît que oui, par principe de précaution, on n'envoyait que des journalistes hommes pour interviewer Patrick Bruel. Évidemment que ça pose des questions énormes, parce qu'en fait, pourquoi, s'il n'y a pas de problème avec Patrick Bruel, comme il le dit lui-même, s'il n'a pas de comportement problématique avec les femmes, pourquoi on donne des consignes dans les médias? Et puis ce qu'on a révélé sur les médias est vrai aussi au sein du spectacle des Enfoirés, où on a révélé aussi les consignes qui étaient données aux bénévoles de ne pas se retrouver en loge ou ailleurs seul avec Patrick Bruel et de se tenir à distance, mais aussi dans l'industrie musicale. Donc en fait, on a voulu montrer qu'il y avait toutes ces consignes. Alors oui, vous dites tout le monde savait. Alors c'est évidemment une formule dont on se méfie, c'est ce que je répète souvent, parce que qui savait quoi, à quel moment, est-ce qu'on avait des exemples concrets? On se méfie toujours de ça, mais en tout cas dans cette affaire, on s'est rendu compte qu'effectivement beaucoup de gens savaient assez pour donner la consigne de ne pas se retrouver seul avec lui. Donc on a publié ces 2 enquêtes, on continue depuis de recevoir beaucoup de témoignages en ce sens, et ça pose évidemment la question, si ce n'est de la complicité, celle de la complaisance ou d'une certaine tolérance à un comportement qui visiblement, d'après ces témoignages, aurait été problématique. Il y a un témoignage dans l'article que tu publies d'ailleurs sur les Enfoirés d'une personne qui fait de la sécurité et qui exfiltre entre guillemets une bénévole en disant a priori à Patrick Bruel, pas elle, c'est une bénévole. Alors, il est intéressant ce témoignage parce que déjà, on dit souvent, mais c'est parole contre parole. Non, là, on a au moins 5-6 témoins de cette scène qu'on a appelée, nous, entre nous, de la barque, puisque en fait, on est au spectacle des Enfoirés en 2012 à Lyon, et une jeune bénévole est choisie pour figurer dans le spectacle qui va être en captation vidéo pour TF1. Et en fait, on la met dans la barque avec Patrick Bruel qui doit chanter. Et puis il y a une autre barque avec un autre chanteur et une autre figurante. Mais en tout cas, cette femme est prévenue par un membre de l'organisation, pas de la sécurité, de l'organisation, qui lui dit tu reviens bien après le tour de barque, tu reviens bien ici, tu viens bien me voir. Le tour de barque se passe et Patrick Bruel lui demande de venir avec lui dans une loge. Et tout de suite, ce monsieur de l'organisation intervient en disant non, Patrick, c'est une bénévole. Et évidemment que c'est sidérant. Et puis cette figurante du coup va être un peu paniquée, elle va être très stressée, elle va plus vouloir remonter dans la barque pour la 2e captation vidéo comme c'était prévu. Cette histoire, elle est remontée au sein de l'organisation. On a eu plusieurs membres de l'équipe qui nous ont confirmé tout ça. Et j'ai contacté les Enfoirés au mois de mai sur ce témoignage, et je me souviens de la réponse qui était assez déroutante, de dire qu'ils étaient désolés pour la mauvaise expérience de Camille. Donc on a l'impression qu'on était sur booking.com avec l'hôtel qui vous répond qu'ils sont désolés que vous ayez passé une mauvaise nuit. Et ils nous ont répondu que pourtant ils mettaient tout en place pour en termes de prévention de manière générale pour les violences sexuelles et sexistes sur leur spectacle, mais qu'il n'y avait pas de dispositif particulier pour Patrick Bruel. Ils nous ont certifié ça. Quand on leur a demandé s'ils allaient l'inviter à nouveau, on n'a pas eu de réponse. Et puis finalement, au moment de cette enquête en particulier, où on a envoyé une liste de questions, à 16h30, on les a envoyés. À 23h, les Enfoirés nous répondaient qu'ils avaient besoin d'un délai pour répondre, qu'il fallait qu'ils retrouvent des éléments anciens, etc. Mais qu'ils pouvaient nous confirmer que Patrick Bruel ne ferait pas partie de la tournée prochaine en janvier des Enfoirés. Là, on a eu l'impression que potentiellement ça s'accélérait, qu'il allait se passer quelque chose. On a tout de suite publié cette information des Enfoirés qui annonce qu'il est écarté
de la tournée 2027. Et dans la nuit, Patrick Bruel a envoyé comme par magie, donc ça rejoint la question des communicantes, etc., un message adressé à la troupe des Enfoirés pour dire qu'il se retirait des Enfoirés. Donc là, il y a une bataille aussi, évidemment, de versions. Je suis pas viré, je m'en vais. Il a voulu, il veut garder la face, quoi. Je suis pas. C'est pas pareil d'être viré que d'être que je pars. Et donc je pense que à ce moment-là où tout s'emballait et où il savait que ces questions avaient été adressées aux Enfoirés, mais nous on les avait adressées à Patrick Bruel, il y avait sans doute une question qui se posait pour lui de garder le narratif, de garder l'idée que c'est lui qui s'en allait et pas l'inverse. Donc voilà. Donc là ça a été un autre moment chaud de notre enquête et de un petit peu cette bataille de narratif, parce que nous on est sur les faits et eux ils essaient d'installer un narratif qui est Patrick Bruel a décidé de se retirer. Ce qui est pas ce qui se dessinait là, puisque là, les Enfoirés nous annonçaient qu'ils ne feraient pas partie de la tournée. Ils nous ont pas dit Patrick Bruel nous a annoncé qu'il se retirait. C'est pas la même chose. Voilà. Et d'ailleurs, la deuxième jeune fille, finalement, qui remplace la première sur la barque, finit par quitter la barque à la fin du numéro en pleurs, en disant qu'elle ne veut plus recommencer non plus. Donc voilà, l'affaire des barques. Vous avez à chaque fois, bien sûr, tous les liens dans le chat. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette histoire de barque, on la sort dans un premier article, je la sors dans mon deuxième volet au mois de mai, et j'avais déjà plusieurs éléments qui confirmaient, et après le premier article, plein de gens m'ont écrit en disant « moi j'étais là ». Donc des bénévoles, des gens de l'équipe qui nous ont dit, mais moi l'histoire de la barque, il y a une dame qui s'appelle Véronique qui était bénévole et qui m'a dit, moi ça fait 14 ans que je raconte cette histoire de la barque et je me dis comment vous avez fait pour avoir cette histoire de la barque. Déjà on a eu la principale concernée, Camille, qui a eu le courage de nous appeler, de témoigner, de raconter cette histoire. J'ai eu son grand-père, son père à l'époque, son grand-père et son frère avec qui elle vivait à l'époque, qui nous ont raconté ses confidences, confirmé tout ça, etc. Et depuis on a eu beaucoup de gens qui témoignent de cette histoire de la barque. Donc c'est intéressant de voir comment les témoignages amènent les témoignages et comment des gens aussi qui sont témoins aujourd'hui se disent en fait moi si ça peut aider je vais appeler pour confirmer, pour corroborer, pour étayer ces éléments. Et ça c'est quelque chose d'assez nouveau, je dois dire. Pour revenir sur la communication de crise, il y a Aéromite qui demande si ces communicants peuvent faire l'objet de procédures en justice a posteriori si jamais Patrick Bruel est condamné. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une sorte d'ingérence qui nuirait au bon déroulement de l'enquête ? Alors, répondre à des journalistes, appeler des journalistes, essayer d'influer sur les narratifs, c'est pas pénalement répréhensible et c'est ce qu'on a précisé dans la lettre enquête. C'est pas quelque chose qui est pénalement répréhensible. Simplement, évidemment que ça a forcément un impact sur la manière dont cette affaire peut être traitée médiatiquement. C'est évident. Ces coups de fil, ils ont un impact. C'est d'ailleurs tout l'objet de ce métier, en fait. L'objet de ce métier, c'est quand même qu'on entende le moins possible ces accusations et qu'on entende le plus possible la communication de Patrick Bruel, sa version des faits, mais aussi une certaine communication des éléments de langage. Donc on voit combien la communication essaie de combattre l'information et les enquêtes de presse. De là à avoir des poursuites, là, il n'y a pas d'éléments, à ma connaissance, qui justifierait des poursuites. Mais ensuite, c'est quand même un métier qui est encadré par les mêmes lois que pour tout le monde, en fait. Voilà, s'il y avait, je dis n'importe quoi, mais s'il y avait une question de subordination de témoins ou autre, là, ce serait du registre pénal. Pour l'instant, à ma connaissance, c'est pas le cas. Par contre, je pense que quand on fait ces enquêtes-là, d'avoir en plus des avocats qui en plus sont des grands avocats, qui ont pignon sur rue, etc. En plus des avocats, en plus de l'agente de Patrick Bruel qui est extrêmement connue, puissante, c'est Elisabeth Tanner. Vous savez, c'est le personnage qui a inspiré, c'est l'agente qui a inspiré le personnage de Camille Cotin dans 10%. Vous voyez, c'est une certaine surface médiatique et un certain statut quand même dans le showbiz. En plus de ça, il y a la communicante de crise. Donc effectivement, on se débat un peu face à tous ces éléments de langage et toutes ces actions. C'est pas évident, oui, c'est sûr. C'est des gens qui sont insérés dans les milieux médiatiques, dans les milieux mondains, dans les milieux, voilà. Quand vous êtes agente de cinéma et de musique, vous connaissez plein de gens, vous êtes en lien avec des médias, donc forcément, vous avez une surface médiatique importante, c'est sûr. Une question de Rémi Desmots. Dans toutes les émissions, les animateurs et animatrices rappellent tout le temps la présomption d'innocence. Est-ce que c'est obligatoire de faire ça dans les médias ? Est-ce que ce n'est pas uniquement dans les tribunaux qu'il faut tenir compte de la présomption d'innocence ? Alors, la présomption d'innocence, c'est une règle pénale. Donc, quand il n'y a pas d'enquête pénale en cours, déjà, elle n'a pas lieu d'être. Il doit y avoir d'autres principes, le contradictoire, le respect des différentes versions, la prudence dans le propos, etc. Mais on n'est pas obligé de ramener la présomption d'innocence. Mais quand il y a une enquête pénale en cours, et c'est le cas là, il faut rappeler qu'il est présumé innocent et qu'il conteste les faits. Ça peut paraître paradoxal, mais le fait qu'il y ait une enquête en cours ne nous protège pas. Au contraire, il faut aussi faire attention à ne
pas être attaqué pour atteinte à la présomption d'innocence. Moi, ça m'est arrivé une fois sur une enquête sur l'extrême droite. On avait pourtant publié les violences qui montraient et qui ont conduit à leur condamnation à ces hommes du GUD. Mais malgré ça, ils nous attaquaient pour atteinte à la présomption d'innocence parce qu'on avait dit qu'ils portaient des coups, etc. Alors que les vidéos montraient qu'ils portaient des coups. Mais et on a gagné évidemment, je le précise, mais c'est pour dire qu'il faut être attentif à ça. Je pense aussi que aujourd'hui les médias savent que les accusations sont tellement nombreuses et accablantes qu'à un moment donné ils essaient de faire état du contradictoire de Patrick Bruel et que du coup ils disent évidemment qu'il est présumé innocent. Évidemment que le rappeler est important parce que tant qu'il n'a pas été déclaré coupable, et là je parle en tout cas des faits qui sont judiciarisés, il est présumé innocent. Voilà, c'est une règle pénale. Voilà. Mais ça n'empêche pas la parole et donc c'est ce qu'on répète. Nous, la présomption d'innocence, elle n'a jamais signifié une assignation au silence. La présomption d'innocence, c'est une règle de droit pénal et c'est tout. Et c'est un principe fondamental. Mais voilà. Alors ensuite, c'est surtout les enquêteurs et les magistrats qui sont soumis à ce principe de présomption d'innocence. Mais en tout cas, nous, par contre, on peut être attaqué pour non-respect de la présomption d'innocence dans la manière de présenter les choses. Si on présente Patrick Bruel de manière comme s'il était déjà coupable, avec des formules à l'indicatif ou des formules qui manquent de prudence, qui manquent de recul ou de contradictoire, on peut être attaqué. Je pense qu'au-delà de mettre qu'il est présumé innocent, c'est important de donner sa version sur chacun des éléments, de pas mettre juste une phrase. Voilà, il faut, quand on a des réponses sur chaque témoignage, pouvoir le mettre. Il faut qu'il ait le droit à la parole. Et moi, je dis souvent que on n'est pas la justice, donc on n'est pas policier, magistrat. C'est pas nous qui devons dire s'il est coupable ou innocent. Nous, on est là pour informer le grand public sur des éléments d'intérêt général qu'on a recoupés sur tout ce qui pouvait l'être. Je pense qu'aujourd'hui, savoir que Patrick Bruel, grande star de la chanson française, est mis en cause par 30 femmes qui l'accusent de violences sexuelles ou sexistes, c'est une information, en fait. Surtout quand on a pu éplucher et recouper tous ces témoignages dans ce qui pouvait l'être. Donc je pense que c'est important que ces enquêtes existent et on informe sur ce sujet comme on le fait sur d'autres. La corruption, les scandales sanitaires, environnementaux, etc. Il y avait une question sur Aratoptase. Comment a été déterminé le montant de la caution et c'est quoi cette procédure que je ne croyais possible qu'aux US? Peut-être préciser donc qu'il a été entendu le temps d'une garde à vue et que le parquet avait demandé sa détention provisoire, ce qui n'a pas été finalement le cas. Non, il a payé une caution qui est très chère, qui est à la mesure des moyens qu'il a. Alors, je n'ai pas regardé les détails de la caution. On a été quand même très concentré sur les mises en examen et les cas pour lesquels il n'était pas mis en examen, la question de la détention provisoire. Donc, je me suis pas penché plus que ça, mais elle est de 500 000 €. Évidemment, ça paraît fou, mais c'est à la mesure des moyens qui sont les siens. Et de la même manière, il a 3 avocats et pas des moindres. Christophe Ingrin, qui est l'avocat notamment de Nicolas Sarkozy. Fanny Collin, qu'on a vu dans beaucoup d'affaires de violences sexuelles. Ça a été notamment l'avocate de Christophe Rougia, l'agresseur d'Adèle Haenel. Il a été condamné définitivement pour ça. On l'a vu dans d'autres dossiers. Et puis Céline Lasec, qu'on a vu dans l'affaire Pierre Palmade. C'est 3 éminents pénalistes. Voilà, donc on voit combien le combat peut être inégal par rapport à Patrick Bruel, qui peut avoir beaucoup de moyens et payer des gros cabinets d'avocats. Ils sont dans 3 cabinets différents. Et en face, des plaignantes qui, pour certaines, n'ont même pas les moyens de payer une avocate, qui prennent des avocates qui font pro bono, ou elles peuvent être financées avec l'aide juridictionnelle. Donc autant dire, les avocates, elles travaillent avec quasiment aucun moyen, 400 €. Voilà, le combat là-dessus, il est aussi très inégal. Même si elles sont 30, leurs avocates peuvent avoir du mal à consacrer autant d'heures au sein de leur cabinet à cette affaire, à la différence des avocats de Bruel qui, là, vont pouvoir y passer un certain temps vu les moyens du chanteur. Et comment expliquer donc il y a la fille au chien, on demande pourquoi il n'est pas en détention provisoire dans la mesure où c'est un danger pour les femmes partout et tout le temps. Est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est dû à la compétence des avocats? Qu'est-ce qui déclenche que il suffit de payer de la caution pour Non, pas du tout. C'est qu'en fait, il y a des critères pour être placé en détention provisoire. Alors après, c'est une appréciation qui a pas été la même entre le parquet et les juges, mais les critères, en gros, c'est notamment le risque de récidive, est-ce qu'il existe ou pas, le risque de pression sur les témoins, est-ce qu'il existe
existe ou pas. Le risque de fuite, bon, je pense que non, mais la question notamment de la récidive a été une vraie question. On peut dire d'un côté, vu le nombre de femmes qui dénoncent son comportement, il peut y avoir un risque de récidive. Et à l'inverse, on peut dire, depuis 2019, a priori, la justice, je dis bien, n'a pas, je crois, de fait dénoncé plus récent. On peut se dire, maintenant, il s'est passé des années. Donc ça c'est à l'appréciation de la justice. Mais donc, c'est des critères un petit peu précis. Le parquet l'avait demandé, les juges n'ont pas suivi. C'est quelque chose qui peut évoluer par la suite, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de la procédure, le statut peut changer, de mis en examen ou pas, témoin assisté ou pas, et puis le statut sur la détention provisoire peut changer également. Donc voilà, donc je pense qu'il y a eu sans doute une grosse bataille des avocats de Patrick Bruel pour faire valoir qu'il n'y avait rien selon eux qui justifiait un placement en détention provisoire. Je précise quand même qu'actuellement il est quand même mis en examen pour 4 faits dénoncés, donc c'est pas rien. Viol, agression sexuelle, harcèlement sexuel, tentative de viol, c'est quand même pas rien. Qu'il y a 4 autres dossiers pour lesquels il est placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté. Statut qui peut encore évoluer, parce que dans les cas, il y a notamment la plaignante suisse qui n'a pas été entendue encore. Sa plainte était dans le dossier de la procédure de 2019, mais elle n'a pas été entendue, elle n'a jamais été entendue. Donc ça peut bouger, et ça peut bouger dans les deux sens d'ailleurs. Un élément pour lequel il est mis en examen peut être rétrogradé au statut de témoin assisté. Je crois qu'on n'est qu'au début de l'instruction, qu'il y a des plaintes et des signalements et des témoignages qui arrivent en temps réel à la justice, et que donc là c'est un moment qui va être très très long, qui n'est pas le temps médiatique, qui est le temps judiciaire. Je remonte le chat. Désolée, je ne me souviens plus de qui a posé, je ne pourrais pas lire le pseudo, mais quelqu'un a demandé si tu avais subi des pressions pendant ton enquête. Non, il n'y a pas eu de pression à proprement parler. Il y a eu ce que on raconte dans la coulisse avec Mickaël, la coulisse enquête sur en fait ces coups de fil avec la communicante de crise, ces moments où il sème le doute, ces moments où il y a une témoin clé, une victime qui ont été un peu sollicités dans un moment où moi j'avais envoyé mes questions et voilà. Donc c'est ce moment-là qui a été un petit peu difficile. Et puis on craint toujours les contre-feux, c'est-à-dire que il faut à la fois laisser du temps pour le contradictoire et à la fois on craint toujours des contre-feux médiatiques. Par exemple, je donne un exemple. Quand Flavie Flament a décidé de parler ouvertement et de dire Eva c'était moi et de porter plainte, il a fallu que je refasse des questions à Patrick Bruel et sa communicante et ses avocats pour leur dire voilà, Flavie Flament qui a témoigné sous le nom d'Eva, c'était elle, porte plainte. Est-ce que vous avez un commentaire ? Là, il y a eu un moment un petit peu de flottement parce qu'ils peuvent tout à fait vouloir maîtriser le récit et sortir eux-mêmes l'information, j'allais dire à leur sauce. C'est des choses, je dis pas que là ils l'auraient fait ou voilà, mais c'est des choses qu'on a déjà vues dans d'autres affaires. Vous envoyez vos questions et en 2 secondes ça fuite autrement, de manière un peu avec un autre narratif parfois, dans un autre média. Donc moi j'avais un petit peu peur de ça, donc c'est pour ça que moi j'ai juste dit que la personne portait plainte et ils m'ont demandé si elle a témoigné ouvertement ou pas, mais moi ma question portait sur elle porte plainte, est-ce que vous avez un commentaire? Donc il faut être un peu malin et voilà, dans ces moments-là qui sont un peu tendus, donc c'est pas des pressions, mais c'est des moments un petit peu tendus avec une communicante de crise qui est très active. Et il y avait une autre question, est-ce que les femmes qui ont témoigné, elles ont reçu des pressions? Alors, pas à ma connaissance, mais elles disent elles-mêmes, et Flavie Flament l'a très bien dit, le prix à payer de la parole. Vous avez dû voir dans la presse des articles, je pense notamment à celui du Parisien, qui donnerait la parole à des proches de Flavie Flament qui ne sont pas nommés, on ne sait pas qui c'est, et qui dirait non, mais elle en parle partout comme d'une relation consentie. Bon, déjà, elle n'a pas été sollicitée pour cet article, mais surtout, on ne sait pas qui parle. Et j'ai envie de dire qu'avec des amis comme ça, on n'a pas besoin d'ennemis. Mais bon, c'est ce genre d'articles qui ne sont pas étayés, où on ne sait pas qui parle, où elle n'a pas la parole elle-même. Enfin, des articles qui sont peu déontologiques. Il y en a eu un autre toujours dans le Parisien et du même auteur sur l'une des plaignantes qui a été, dit-elle, approchée pour un arrangement financier, qui a fait une proposition et qui du coup est accusé de chantage financier par Patrick Bruel. Les éléments sont sortis de manière très tendancieuse et incomplète dans le Parisien, et elle n'a même pas été sollicitée par le journaliste. Elle a regardé ses mails, son téléphone, et elle n'a pas été sollicitée alors qu'il a mis qu'il l'avait sollicité. Bon, on est aussi face à ça.
Donc c'est pas des pressions, mais on doit composer avec ce jeu de contre-feu qui est compliqué. Et je parle pas d'articles qui diraient autre chose ou qui amèneraient d'autres informations. Je parle d'articles qui sont volontairement incomplets et pas sérieux, au sens où il n'y a pas de contradictoire. Oui, Etéalia disait qu'en effet, elle avait également vu dans les médias d'e-People des articles sur les révélations des proches de Flavie Flament qui disent qu'elle parlait d'une belle histoire d'amour. Et on ne sait pas qui sont ses proches, on ne sait pas... et voilà. Sans remettre en perspective, c'est aussi tout un travail que tu fais quand il y a des témoignages de victimes qui expliquent être à cette époque de très jeunes filles, pensant vivre aussi une belle histoire d'amour. Il y a quelque chose de l'ordre de l'emprise qui peut se mettre en place et la personne peut elle-même le vivre comme ça. C'est pour ça que c'est important dans ces affaires-là de rien mettre sous le tapis, mais d'expliquer les choses. Que ce soit une femme qui, à l'époque, a été impressionnée par le chanteur et s'est raconté que... Elle avait été choisie. Oui, c'est les termes d'Amandine, notamment, qui a porté plainte vendredi et qu'il rencontre à 20 ans et qui, en fait, quand elle rembobine tout ça, comprend que tous les problèmes qu'elle a eu ensuite, des blocages sexuels, une prise de poids, elle a développé une maladie de la peau, notamment sur les parties intimes, en relisant tout ça avec le fait qu'elle ne se souvient pas des rapports sexuels, dit-elle, avec le chanteur. Et aujourd'hui, elle porte plainte pour des éléments qui se seraient déroulés à la toute fin de tout ça, à la sortie de son emprise, où elle va vivre à l'île de la Réunion et elle raconte que il est de passage à la Réunion, Patrick Bruel, pour un festival du film qu'il parraine, qu'il doit boire un café, qu'au moment de venir dans le café, il est pas là, qu'il lui dit qu'il est en retard, qu'il faut qu'elle monte dans la chambre, et là, elle dit qu'elle arrive, qu'il est nu, qu'il la plaque contre le mur, qu'il a le sexe en érection et que voilà, elle dénonce une tentative de viol. Mais tout ce qu'elle raconte avant sur cette emprise, etc. Je comprends que le grand public ne comprenne pas pourquoi cette femme y retourne, pourquoi, etc. Pourquoi. Et en fait, il faut expliquer toutes les mécaniques de sidération, d'emprise, mais aussi même ces femmes qui parfois, par honte, par culpabilité, par peur de tout ça, par volonté de se raconter autre chose, on renvoyait des messages à Patrick Bruel, alors pas toutes quand même, mais quelques-unes, et on le raconte ça dans nos articles. Je pense notamment à Jeanne qui a témoigné dans notre premier article, qui m'a dit je suis pas la bonne victime parce que moi je lui ai réécrit après et pourtant j'ai été tellement choquée par le viol qu'elle dénonce, mais j'ai voulu me raconter qu'il était le type charmant et gentil qui offrait des places de concert et que je voulais pas voir l'autre partie à laquelle elle dit avoir eu affaire. Donc c'est pas la même chose de raconter ça et de sortir in extenso les SMS ou le nombre de rencontres ou que sais-je. Donc on essaie d'aller dans la subtilité, dans la nuance de tout ça, dans ces articles aussi. C'est pour ça qu'ils sont longs d'ailleurs, mais ça me paraît important de rien planquer évidemment, mais de donner la parole aux femmes pour qu'elles expliquent ces SMS, ces rencontres, que voilà, parce que dans l'imaginaire commun, les gens disent bah alors on va pas revoir son violeur, donc c'est pas possible tout ça. En fait, dans plein d'affaires de violences sexuelles ou d'accusations de violences sexuelles, on a une victime présumée qui retourne voir la personne pour plein de raisons et comme pour se dire, mais pour affronter son regard, pour comprendre, pour essayer de dire quelque chose, pour se dire mais j'ai pas rêvé. On l'a dans plein d'affaires, on l'a dans l'affaire PPDA, dans l'affaire Depardieu, etc. Donc il faut que la société elle entende aussi ça, la complexité en fait des réactions, et le propre de ces violences c'est aussi d'être dans la confusion en fait. Donc ça explique aussi parfois des SMS qui sont envoyés ensuite et aussi par culpabilité, parce que c'est ça aussi le lot de ces violences, c'est la culpabilité. Et puis, il y a vraiment cette notion de pouvoir. J'étais choquée de Daniela Elstar dans son entretien qui témoigne et qui dit que Patrick Bruel lui aurait dit grosso modo, je cite, mais tu es qui? Personne ne te croira, tu n'es rien, tu sais qui je suis, moi. Il y a cette notion aussi de choisir quelque part des personnes qui, professionnellement, ne sont pas du tout au même niveau que toi, qui n'ont pas le même âge. Ouais. C'est une phrase d'ailleurs qu'on retrouve dans d'autres témoignages, dans celui d'Amandine notamment. C'est des phrases, elles le disent toutes, qui les ont marquées. Parce que Danielle Elsner le dit très bien dans l'entretien, elle dit finalement ça m'a marqué autant que l'agression que je dénonce parce que ça m'a humiliée. Parce qu'il me ramenait à moi, stagiaire de 26 ans, parce que bon, Danielle Elsner aujourd'hui c'est la patronne d'Unifrance, la directrice générale, mais à l'époque elle est stagiaire, elle vient juste d'être embauchée à Unifrance, elle s'occupe des bagages des artistes sur le festival, faut quand même se figurer ça. Et lui il est déjà la grande star, on est en 97, on est en plein dans la Bruelmania. Donc il y a évidemment une asymétrie de pouvoir, et ça c'est ce qui traverse ces affaires de violence sexuelle. Ce sont des affaires d'abus de pouvoir, ce sont des affaires de domination, et dans cette affaire comme dans d'autres, là on a des figurantes, des maquilleuses ou des techniciennes, des chanteuses en début de carrière, des masseuses aussi, des esthéticiennes, enfin des personnes qui n'ont pas de pouvoir par rapport à Patrick Bruel, voilà.
Et il y avait une question, j'ai perdu le pseudo, pardon. Alors pourtant le pseudo était, je me souviens plus. Quelqu'un qui disait mais à 67 ans c'est pas possible. On peut, enfin en gros on a un papy, on fait pas ce genre de choses. Et Edoui Flanel, si je me souviens bien, le pseudo m'a marqué, qui demandait est-ce que c'est possible qu'il ne se rende pas compte de la gravité des faits dont il est accusé. Alors, sur la dernière question, c'est la question de l'intentionnalité. Et d'ailleurs, c'est un élément qui est examiné par la justice, parce la justice, elle a besoin de deux choses. Elle a besoin de prouver la matérialité des faits qui sont dénoncés, donc concrètement qu'il y a eu des actes sexuels ou un rapport sexuel, et elle a besoin de montrer l'intentionnalité. C'est-à-dire qu'en gros, alors c'est là où le changement de la loi va être intéressant, parce qu'avant, il fallait montrer que il y a eu contrainte ou menace ou surprise ou violence. Et qu'en dehors de ces 4 cas-là, vous êtes présumé consentante quand même. Aujourd'hui, la loi a changé puisqu'il faut quand même montrer qu'on avait recueilli le consentement. Donc ça va être intéressant pour l'avenir. Mais en tout cas, moi je suis pas dans la tête de Patrick Bruel. Mais ce qui est certain, c'est qu'au bout d'un moment, dans les témoignages qu'on a eus, l'accumulation de ces témoignages permet de dessiner un puzzle. Elles disent toutes, d'ailleurs, pour beaucoup des 25 femmes dont on a recueilli le témoignage, que c'est en voyant le témoignage des premières qui ont pu parler, soit à l'époque en 2019, soit dans mon article au mois de mars, que elles avaient l'impression que c'était leur histoire, en fait. Alors, elles dénoncent des faits de gravité pénale différentes, puisqu'il y en a qui dénoncent du harcèlement sexuel ou des choses qu'elles auraient pu stopper, et puis d'autres qui dénoncent un crime, le viol, en fait, et certaines sur mineurs, enfin, en tout cas, Flavie Flament. Donc, on voit bien que les faits sont de gravité différente, mais elles décrivent quand même, entre guillemets, ce qu'elles considèrent comme un même mode opératoire, ou ce qu'elles appellent pour certaines un scénario. Elles me disent, j'ai l'impression de voir le même scénario qui se rejoue dans les loges ou dans la cabine de massage, parce qu'il y a des lieux qu'on retrouve, hein, il y a la cabine de massage, il y a les loges, au théâtre, au cinéma, dans la tournée des Enfoirés, etc. Donc les huis clos. Et puis le domicile de Patrick Bruel, qui est un autre huis clos, parce que quand vous êtes invité pour un rendez-vous professionnel chez Patrick Bruel, c'est un huis clos. Vous pouvez pas partir comme ça forcément, c'est ce que certaines m'ont dit. Certaines m'ont dit, il y avait un ascenseur chez lui qui arrivait directement chez lui, en fait, et donc en fait il fallait qu'il appelle l'ascenseur, je pouvais pas partir, enfin faut se figurer ça aussi très concrètement, mais donc voilà, ouais. Shizen, je me demandais si quelqu'un allait poser la question, serait aussi possible d'avoir une brève explication sur le statut de témoin assisté, que je trouve très vague. Et hormis ça, félicitations pour cette enquête. C'est triste que l'intervention d'un média soit nécessaire pour faire exploser des affaires aussi grosses, mais ça prouve la qualité de votre travail. Merci Shizen pour ton message. Merci à vous. Alors, le statut de témoin assisté, c'est un statut intermédiaire entre rien du tout et la mise en examen. La mise en examen, ça veut dire que on estime qu'il y a des indices graves et concordants qui permettent de penser que vous avez pu commettre les faits. Et donc, c'est un stade déjà un peu avancé dans l'avancée de la procédure. Le statut de témoin assisté, c'est qu'à ce stade, il n'est pas mis en cause. Voilà, il est témoin assisté. Je sais pas comment le dire plus simplement. C'est des statuts qui peuvent évoluer dans la procédure, et je le répète, dans un sens comme dans l'autre. Des faits pour lesquels il est mis en examen aujourd'hui peuvent se déballonner, se dégonfler à la faveur d'éléments qui pourraient produire lui, par exemple, ou d'éléments qui émergeraient dans l'instruction. À l'inverse, les cas pour lesquels il est placé sous le statut intermédiaire de témoin assisté, donc il n'est pas encore dans une optique de poursuite, puisque ce témoin assisté, pour l'instant, c'est simplement qu'on est en train de regarder les choses et que vous n'êtes pas à ce stade poursuivable. Ça peut évoluer au gré d'éléments qui surgiraient dans l'instruction, parce que il y a les éléments qu'apportent les avocats ou avocates des plaignantes, il y a les éléments qu'apportent les avocats et avocates de Patrick Bruel, et puis il y a les éléments que vont trouver les juges durant leurs investigations avec les policiers. Donc ça fait beaucoup d'éléments qui peuvent faire évoluer le statut de Patrick Bruel, le nombre de mises en examen et le nombre de cas sur lesquels il est témoin assisté. Mais donc à ce stade, témoin assisté, il n'est pas poursuivable sur ces éléments. Delphine Viala, merci pour ton message. Il y a beaucoup de pédagogie à faire. Les commentaires sous le témoignage d'Amandine sont terrifiants. Personne ne l'écoute ni ne la lit. Tout le monde lui dit qu'elle l'a bien cherché. C'est la culture du viol de A à Z. Je remonte parce qu'il y avait une question assez intéressante sur les réactions. Est-ce que les médias, je me souviens plus qui l'a posé, mais grosso modo c'était, est-ce que les médias ont fait un mea culpa quand ils ont commencé à s'intéresser au témoignage de Flavie Flament, en mode on l'avait pas relevé parce qu'il était anonyme, et maintenant on s'en y intéresse parce qu'on sait qu'elle est célèbre. Est-ce qu'il y a Alors je dirais pas qu'il y a eu un mea culpa, mais ce qui était un petit peu fou, un petit peu cocasse en tout cas, c'est qu'on m'a invité en plateau après Flavie Flament, en me posant la question
Mais alors, comment vous expliquez qu'il faut la parole de Flavie Flament pour qu'on s'intéresse à cette affaire? Et donc, en fait, au bout d'un moment, j'ai quand même renvoyé la question. Je leur ai dit, mais moi, quand j'ai publié le premier volet, le deuxième volet surtout... Tu t'intéresses à l'affaire, oui. J'ai eu... Enfin, c'est devenu un running gag en interne, parce qu'on dit que j'ai eu les médias belges, suisses et québécois. Je les remercie, hein, mais... francophonie en force. Voilà, ça raconte quand même un truc sur notre pays. C'est-à-dire que les pays voisins francophones, enfin voisins ou plus ou moins, le Canada c'est un peu loin, mais francophones s'intéressent à l'affaire. En 2 secondes, j'ai des demandes de partout, et même des demandes parfois aussi pour vérifier des choses, pour savoir s'il y a d'autres pistes, pour savoir, bon voilà, des coups de fil de confrères et consoeurs. Et en France, notamment sur le deuxième volet, le silence radio. Donc c'est une question que j'ai renvoyée autant que je le pouvais sur les plateaux aux médias, et je pense que oui, je pense que certaines ont conscience quand même que peut-être à nouveau il a fallu une figure connue pour qu'on en parle. Alors je pense aussi, et là je parle pour s'agissant des télévisions, ils ont besoin d'images, ils ont besoin, voilà. Et tout de suite Flavie Flament, elle a fait un entretien vidéo assez long chez nous, et donc ça a permis d'incarner l'affaire avec des images, etc. Alors on avait fait des images avant de Julia, la plaignante de Perpignan, de Karine Wieser en Belgique, etc. Mais les télévisions, je pense, manquaient d'incarnation sur ces sujets. Bon, enfin, ça ne les empêche pas d'en parler avec les avocates des parts et d'autres, de journalistes, d'éléments qu'ils pourraient trouver eux-mêmes, hein, quand même. Mais peut-être un peu par paresse, tout de suite, quand Flavie Flament est arrivée, ça a permis une incarnation. Mais je crois que c'est autre chose, c'est que Flavie Flament, elle est connue, mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure en parlant ici à Mediapart, c'est qu'elle est populaire aussi. Et que sa popularité à Flavie Flament, elle a fait un petit peu contrepoids à la popularité de Patrick Bruel. Donc vous avez les fans de Flavie Flament et les fans de Patrick Bruel, et je pense qu'elle a permis aussi que les médias se penchent davantage sur cette affaire. Après, pour tempérer tout ça, je pense que Flavie Flament toute seule, elle n'aurait pas non plus réussi à être audible, et que c'est parce qu'il y a la parole de 29 autres femmes, et je dis 29, c'est un chiffre qui a amené à grandir, mais qu'on l'entend, en fait. Donc, en fait, sans Flavie Flament, il y a sans doute évidemment pas ce tournant médiatique de l'affaire, et judiciaire. Et en même temps, sans ces 29 autres femmes dont la parole pèse par le nombre, eh bien, on n'entend pas Flavie Flament, je pense. Donc, je pense qu'il y a à la fois, il faut le nombre, et à la fois, il faut malheureusement, en 2026 encore, une personne puissante qui prend la parole, et ça renvoie encore à l'affaire de la parole d'Adèle Haenel, où c'est exactement ce qui s'était joué. Elle était plus puissante que son agresseur, qu'elle a fait condamner depuis, mais et ça a joué sur la réception de la parole. Je pense que ça explique que des affaires qu'on a pu faire par le passé, je pense notamment à l'affaire Luc Besson ou l'affaire Éric Zemmour, soient passées sous les radars quasiment. Parce qu'il n'y avait pas de figures connues qui ont porté l'affaire. Et je pense que Flavie Flament, elle est courageuse parce que le prix à payer, elle le sait, elle le paye, et que c'est un peu elle qui prend les coups pour tout le monde. Voilà. D'ailleurs, Patrick Bruel l'isole beaucoup dans sa communication. À chaque fois, il répond sur Flavie Flament. Puisque tu parlais, oui, du fait qu'on se retrouve dans un contrebalancement de paroles de grandes stars versus une autre grande star, peut-être aussi pour les gens qui se rendent pas compte parce qu'ils sont jeunes, à quel point Patrick Bruel a été à un moment une idole, faut le dire, vraiment une idole. Et il y a une question de Terence sur comment on réagit les fans, parce qu'il y avait vraiment, on disait la Patrick Mania, je crois, on se souvient, c'était moqué même dans les Guignols et compagnie, on entendait que ça, Patrick. Ouais. Et donc, est-ce qu'il y a eu des réactions, oui, alors, dans un bon sens ou dans un mauvais sens? Et il y a une autre question, j'ai oublié le pseudo, s'il y a eu de l'astroturfing de la part de ses fans, c'est-à-dire poster énormément de messages sur les réseaux sociaux pour faire croire qu'on est face à un immense mouvement, alors qu'en fait, c'est une poignée de personnes. Voilà. Alors, sur la première question, c'est intéressant parce que dans un premier temps, il y a eu beaucoup de virulence des fans pour dire que tout ça c'était pas possible, pour dire que Patrick Bruel n'avait pas besoin de violer. Voilà, le cliché, il est beau, il est ouais, ça c'est un mythe qu'elle a l'endure. Donc il y a eu ce premier élan là. D'ailleurs, tous les reportages télé devant le théâtre Édouard VII ou ailleurs avec ses fans ou avec ses spectateurs ou avec montrent le soutien qu'il a. Et on a même entendu une femme qui disait même s'il est condamné, moi je m'en fiche. Donc il a une base de fans et c'est des femmes. Je précise ça parce que, vous savez, dans l'enquête de Pardieu, dans toutes les enquêtes qu'on a pu faire, c'était beaucoup des hommes qui venaient dans les commentaires sur les réseaux sociaux, sous les articles, finalement, s'en prendre aux femmes qui parlaient, s'en prendre à nous, etc. Et là, ce sont des femmes. Et ce sont des femmes qui ont en gros, je sais pas, 50 ans. On le voit parfois sur les photos de profil sur Instagram ou autre. Donc ça, c'était assez déstabilisant par rapport à nos enquêtes habituelles. Mais donc, il a un public féminin.
Et c'est le chanteur des adolescentes des années 90-2000, c'est le chanteur aussi c'est le chanteur romantique en fait, c'est le genre idéal. Tout, nous on a retracé un peu à Mediapart pour certains articles avec Lénaïque Bredou notamment pour expliquer un peu ce silence pendant des années. On a retracé un peu toute la manière dont les médias avaient traité Patrick Bruel et toutes ces prises de parole sur les femmes et tout ce mythe autour du séducteur. Voilà, là c'est intéressant, VSD, le passionné, c'est en 2020. L'enquête, elle est encore en cours, l'enquête dite des masseuses. Et de mémoire, il y a quasiment que 2 lignes dans ce dossier spécial sur l'enquête. Il est reçu à l'époque chez Laurent Delahousse et autres, sans aucune question sur l'affaire. Et ça, c'est sidérant, en fait. C'est sidérant. Donc, dans un premier temps, il y a ces fans-là qui le défendent et c'est une grosse base de fans qui est là. Et en même temps, j'ai reçu quelques messages par mail ou sur Instagram de femmes qui sont vraiment fans et qui m'ont dit combien l'affaire remettait en question presque toute leur vie. Elles se sont construites à dos sur une vraie fanitude de Patrick Bruel. Enfin, faut imaginer combien, à l'âge où on se construit, c'est important, ce genre de modèle et d'être accompagné jusqu'à ses 50 ans avec les chansons de Patrick Bruel et d'avoir une image de type bien qui est forcément écornée par les nombreuses accusations très concordantes de ces femmes. Donc, il y en a quand même qui ont entendu. Il y en a qui ont publiquement dit qu'elle demandait le remboursement des billets ou qu'elle n'irait pas à sa tournée ou qu'elle n'irait pas au théâtre ou que sais-je. Donc, je crois qu'on a publié dans le club un témoignage en ce sens. Donc, ça, c'est intéressant de voir qu'effectivement, c'est quand même pas à l'unisson. Il y a quand même des femmes qui ont fait un pas de côté, pardon, mais je crois quand même qu'il a une base de fans qui est bien là, oui, et on le voit. Voilà. Et l'autre question, pardon, j'ai oublié. Est-ce que du coup ces fans se sont mobilisés potentiellement en ligne? Il y a quelqu'un qui demandait aussi, est-ce qu'il y a eu de vagues de harcèlement, de cyberharcèlement contre les personnes qui ont témoigné ce genre de choses, ou est-ce que les gens sont restés? Alors oui, il y a eu du cyberharcèlement. Après, c'est difficile de l'imputer à qui, voilà. Mais par exemple, Karine Wieser, qui est peut-être la plaignante qui a le plus témoigné aujourd'hui dans la presse, elle a fait à peu près tous les médias français et belges, et elle est courageuse de faire ça et de répéter, de raconter encore parce qu'elle veut qu'on entende. Karine Wieser, elle raconte que ça fait 2 mois qu'elle vit, 3 mois même, dans les injures. Dans le flot d'injures, elle ne cesse de recevoir des menaces, des injures, des insultes, etc. Et donc, elle dit que c'est ce qui rythme sa vie depuis le mois de mars. Ça, c'est terrible. Et Karine Wieser, elle a témoigné chez nous dans un article sur une vidéo, un reportage vidéo qu'on a fait avec Samia Dechir en Belgique, où témoignent 3 personnes, dont Karine Wieser, c'était au mois d'avril. Et c'est un exemple, mais Flavie Flament, c'est pareil, c'est un flot d'insultes et même globalement toutes ces femmes. Il faut comprendre aussi que certaines, et notamment celles qui sont pas du tout habituées aux médias ou à cette exposition, vivent ça très violemment. Et en fait, la plupart des femmes, ce qui les retient de témoigner ouvertement, c'est pas Patrick Bruel, c'est les fans. Je précise que Patrick Bruel ne contrôle pas tous ses fans, hein, on va pas lui imputer des choses qui ne sont pas, voilà, mais parmi ses soutiens, parmi ses fans, il y en a qui sont très très virulents, très virulentes, qui vont sous les articles commentés, qui vont sous les posts Instagram et les réseaux sociaux commenter beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a eu des attaques coordonnées ou quoi? Je ne sais pas. En tout cas, moi-même, je me fais traiter de tous les noms en message privé ou sous les commentaires. Mais je sais qu'à un moment donné, c'est posé la question de comptes robots, quoi, de bots qui pouvaient émerger. Parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression d'un vague un peu. Ouais, voilà. Alors après, je n'en sais rien. Je dis juste qu'évidemment, le cyberharcèlement est une vraie question dans ces dossiers de violences sexuelles, notamment parce que c'est un peu la double peine pour les femmes qui ont parlé. C'est hyper violent. Il y en a une qui m'a dit, une qui a porté plainte tout récemment, qui a témoigné en Mediapart et qui m'a dit combien c'était violent. Et je lui disais, mais c'est qu'une partie aussi des gens qui sont très bruyants. Et elle me dit, oui, mais alors qu'on dénonce un viol, voir ces messages-là, et donc elle a répondu sur Instagram. Elle m'a dit, elle a tenu comme ça pendant 1 mois sans répondre, et puis à un moment donné, voilà, donc les messages, c'est souvent 30 ans après, ou elles font ça pour l'argent, ou enfin le stéréotype de la femme vénale, le stéréotype de la femme qui voudrait se faire de la pub. Donc en fait, on voit qu'en 2026, ces clichés sont encore là, c'est une évidence. Faut quand même préciser que ces femmes, on n'est pas aux États-Unis avec des accords au civil de plusieurs millions d'euros, comme on a pu voir dans certaines affaires aux États-Unis. En France, elles se font pas d'argent quand même, hein, les plaignantes. Les carrières ne sont pas brisées. En tout cas, si elles étaient millionnaires, les victimes de violences sexuelles, ça se saurait. Et vraiment, voilà. Parfois, on peut avoir quelques dommages et intérêts, mais qui finissent par à peine couvrir les frais d'avocat. Je l'ai eu dans certaines affaires. Au final, quand vous enlevez les frais d'avocat et même les frais parfois médicaux ou de thérapie, il vous reste rien. Voilà. Donc, faut pas s'imaginer qu'on devient millionnaire ou même en deçà.
quand on porte plainte. Une remarque. On a plutôt des frais d'avocat payés, en fait, c'est ça que je veux dire. Je ne retrouve plus la remarque, je ne sais plus si c'était toi, Dame Sonia. Je trouvais qu'il était plus défendu que Depardieu. Je ne sais pas si c'est une bonne chose de comparer, mais il y a aussi une sorte de beauty privilege. Tu parles de ça, et c'est aussi quelque chose que tu documentes dans un de tes articles sur cette idée que quand tu es un homme a priori charmant, potentiellement drôle, plutôt beau, c'est impossible en fait. Pourquoi tu ferais ça? C'est ce qu'on a expliqué dans un article avec Lénaïque Bredou qu'on a publié assez vite au début de l'affaire sur aussi le silence médiatique autour de cette affaire pour expliquer que c'était un peu le mythe du séducteur et qu'en fait on se trompe en parlant de séduction par ailleurs parce que ces affaires ne sont pas des affaires de pulsion sexuelle ou de séduction. On est sur des affaires de domination. Ce qui est reproché à Patrick Bruel, c'est d'abuser de son pouvoir, sa notoriété pour obtenir des faveurs sexuelles. C'est pas du tout la même chose. Et par ailleurs, dans l'imaginaire commun, un bel homme, un homme charmant, un homme romantique, parce que c'est l'image qu'il avait, ne peut pas être un violeur. Et parce qu'il y aurait des tas de femmes consentantes qui l'attendent partout à la sortie de ses concerts et autres, finalement, ça veut dire qu'il pourrait avoir toutes les femmes qu'il veut et qu'il n'aurait pas besoin de violer. Mais si on monte en généralité bien au-delà de Patrick Bruel, qui encore une fois conteste les accusations, je le redis, en fait, on a vu ça dans l'affaire DSK. Elisabeth Guigou, à l'époque ministre, qui dit sur DSK, au moment de l'affaire du Sofitel en 2011, et le témoignage de Nafissatou Diallo, c'est impossible, il n'a pas besoin de violer Dominique Strauss-Kahn, il est charmant, il est drôle, c'est un homme qui a plein de femmes à ses pieds, là encore. Donc on voit que là, il y a encore du travail à faire, et je pense que cette affaire-là permet vraiment d'écorner ce mythe du séducteur, parce qu'on parle pas de séduction et on parle pas de pulsion sexuelle. C'est des affaires de domination qui peuvent prendre les atours de la sexualité dans ce cas-là, mais qui ne sont pas des affaires de besoin sexuel ou de pulsion sexuelle. Il y avait une autre question, pardon, j'ai pas répondu à un élément, non? Non, t'as répondu à l'élément. C'est bien de le rappeler. Il y avait aussi une remarque, je pense que tu as dû rencontrer, de Jalassat. Il a été une idole pour toute une partie de nos aînés. Nos aînés, c'est bon. En quoi ça concerne la jeune génération? Par exemple, une dauphine de Miss France récemment, elle ne rentre pas dans la tranche d'âge des fans de Bruel qui ont aujourd'hui entre 50 et 70 ans. Peut-être expliquer que quelqu'un qui a ce niveau-là de pouvoir. Alors déjà, je pense que les fans, quand même, si je peux me permettre, sont un peu plus jeunes. Que 70 ans, je pense aussi, ouais. Alors il y en a entre 50 et 70, mais on en parlait à la rédaction de celles et ceux qui sont passés à travers la Bruelmania et ceux qui sont pas passés. Et je pense que aujourd'hui, des gens qui ont 45 ans sont complètement en plein dans la tranche de la Bruelmania qui a commencé en 90. Hein. Et il faut se plonger quand même dans cette époque, parce que nous on l'a fait. Enfin, Mathieu Magnodex et l'équipe de l'émission d'Alerte Libre l'a fait pour notre émission du 13 mai. De retrouver des archives de l'époque, et c'était fou. C'était fou parce qu'on avait même des reportages où les mamans dénonçaient une emprise et disaient à quel point il était rentré dans le cerveau des fans, quoi, et des filles qui pensaient que ce serait leur mari plus tard, qui développaient tout un tas d'admiration et de fantasmes sur ce chanteur, sur une image qui était complètement une image aussi peut-être marketing, puisqu'il communiquait très peu sur sa vie privée pour toujours laisser penser qu'il était libre. Il entretenait un romantisme, un mythe du séducteur, donc c'est quand même assez intéressant. Et on parle beaucoup de la musique, mais il faut pas oublier tous les films qui ont pu maintenir aussi. Oui, parce que en fait, c'est ça qui montre sa surface médiatique et de notoriété. C'est qu'en fait, à la base, c'est un chanteur. Enfin non, d'ailleurs, à la base, c'est un acteur. Ensuite, c'est un chanteur. C'est un comédien de théâtre. C'est un joueur de poker. Parce qu'on n'en parle pas, mais il est dans tout un univers parallèle qui s'appelle le poker. C'est un spectateur assidu de Roland Garros. C'est aussi devenu presque une figure politique. Il est allé à 7 sur 7. Il a eu des engagements contre le Front National. On l'a entendu parler beaucoup des droits des femmes, de l'avortement, de tout un tas de sujets. Donc il est devenu un peu une figure morale, et c'est ce que me disent beaucoup de ces femmes. Donc pourquoi ça concerne aujourd'hui d'autres femmes? Parce qu'en fait, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'il y a un risque zéro quand il se produit en tournée, quand il se produit en loge? C'est ce qu'on a voulu poser comme question avec nos enquêtes aussi. Et ça concerne des femmes qui ont différents âges, pardon. Voilà, il a 67 ans. Mais dans les témoignages qu'on a, il y a des femmes qui sont très jeunes et qui ont parfois 2 fois et plus moins que son âge. Hein. Voilà. Exemple en 2008, mais en 2008, Florima Treber, ancienne Miss Alsace, qui l'accuse de viol. À l'époque, elle a de mémoire 20 ans et lui 40. Ils ont 21 ans d'écart, je pense, comme 8. Ça, ou plus encore, oui. Non, je me trompe de décennie, il est né en 59, pardon. Voilà, mais donc il y en a plusieurs qui ont dit, mais ça pourrait être mon père.
voire plus. Donc, il y a aussi cette différence d'âge. Je parle du pouvoir, là. Il s'agit pas de juger les gens qui ont des relations avec des différences d'âge. Là, je parle vraiment d'abus de pouvoir, en fait. C'est ça qui lui est reproché, en tout cas. C'est à la place qui est la sienne, avec sa notoriété, avec son pouvoir et avec son âge, sur des femmes qui avaient, pour certaines, 20 ans. On avait une question sur... alors, c'est pas un sujet qui a été traité par Mediapart, mais c'est au cas où tu avais plus d'éléments par rapport à l'affaire CNews / je crois que c'était RTL Belgique, et les accusations de faux témoignages. Oui, alors nous on a un peu raconté ce qu'on avait vécu dans ce billet, et on n'est pas les seuls. Je précise quand même que notre consoeur du magazine Elle, qui nous a alertés, est concernée, que des femmes qui ont témoigné comme victimes dans ce documentaire, Sabine Langaret et d'autres, et les 2 avocates des plaignantes, Iris Biller et Myriam Gedj Benayoun, sont concernées aussi et ont témoigné aussi dans la presse à ce sujet. Et concrètement, on a des journalistes qui se sont présentés comme journalistes à RTL Belgique. Et donc, en fait, on a tous et toutes fait confiance en pensant donner une interview pour un documentaire sur RTL Belgique. Ça a été diffusé visiblement le 9 juin sur RTL Belgique, mais ensuite sur CNews, et ça on le savait pas, le 12 juin. Voilà ce qui s'est passé. Ce qu'on se dit en se parlant un petit peu tous et toutes et en partageant nos expériences avec tous celles et ceux qui ont été contactés pour ce documentaire, c'est qu'il y avait visiblement une volonté de dissimulation, puisque moi, par exemple, j'ai été contactée par une journaliste qui s'appelle Aurélie Davy. En tout cas, elle me dit qu'elle s'appelle Aurélie Davy. Et auprès d'autres gens qui sont dans ce documentaire, elle s'est présentée comme Aurélie Gedj, et encore auprès d'autres gens, elle a dit que son vrai nom c'était Gedj Davidanovic ou un truc comme ça. 3 noms, 3 patronymes, ça pose quand même question. Voilà, donc moi en fait je pensais avoir affaire à des journalistes de RTL Belgique, et la consoeur du magazine Elle s'est carrément rendue dans leur bureau dans le 8e arrondissement de Paris en pensant aller dans le bureau de RTL Belgique ou dans un endroit de tournage qu'ils avaient loué pour l'occasion. Elle s'est pas dit qu'elle était dans les bureaux de Janton Productions. Voilà, donc il y a quand même des bizarreries. Et moi, notamment, ils n'ont pas laissé de trace écrite, ils m'ont appelé. Donc j'ai eu un coup de fil d'une journaliste se faisant passer pour RTL Belgique. À d'autres, ils ont fait des messages où noir sur blanc, on voit qu'ils se présentent comme journaliste RTL Belgique ou journaliste RTL TVI. Il me semble que la presse belge s'empare de ça et va poser aussi la question à RTL Belgique, et c'est tant mieux. Oui, déontologiquement, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 sujets. Il y a le sujet contractuel judiciaire, il y a le sujet éthique. À minima, sur le volet éthique déontologique, ne pas nous prévenir qu'on sera sur CNews le 12 juin, parce que évidemment, toutes ces personnes n'auraient pas accepté d'être sur CNews. Les avocates, les femmes qui se présentent comme victimes, les 2 journalistes, enfin en tout cas Cécile Olivier du magazine Elle et moi-même, on l'a dit, on n'aurait pas du tout accepté de participer à un documentaire sur CNews, c'est évident. Donc en fait, on a découvert nos visages dans ce documentaire vendredi soir, c'était hyper violent. C'est légal? On a une question là-dessus dans le chat, ce genre de pratique. Mais en fait, ce qui semble s'être dessiné, c'est que c'est une boîte de production qui a vendu ce documentaire pour RTL Belgique et ensuite à CNews. Et que visiblement, ils auraient fait figurer dans les contrats, dans les éléments de droit à l'image, le fait qu'ils pouvaient revendre ces images ailleurs. Alors, ça devait être sans doute en petit et avec 3 astérix. Ce qui est sûr, c'est que moi, quelqu'un qui se présente comme journaliste RTL Belgique, en plus on avait nous-mêmes échangé avec RTL Belgique, ils m'ont invité à leur JT, on a aussi été, on leur a acheté des images de Karine Wieser à l'époque en 2010 qu'ils savaient qui étaient précieuses, donc on a eu des interactions avec RTL Belgique qui sont très mobilisés sur l'affaire, parce qu'en Belgique, on parle beaucoup de cette affaire, puis il y a des plaignantes en Belgique, en tout cas une. Du coup, on n'a pas imaginé, je pense tous et toutes, que ce soit une journaliste qui ne soit pas employée par RTL Belgique. En tout cas dans ce qui a été dit à l'oral. On a une question sur, je pense qu'il rejoint ce parti pris que tu as écrit avec Léna Hig et Mathilde Mathieu. Donc, le lien entre l'affaire Liana, l'affaire Gouel, le naufrage de la justice est aussi le nôtre. Ouais. Une longue question de Sarman Lord. J'ai lu dans un de vos articles donc, sur l'affaire Liana que les policiers parlaient de manque de moyens techniques pour l'investigation pour les VSS. De quoi parle-t-on? D'outils, de compétences techniques pour analyser des PC, d'historique Internet par exemple, ou des techniques de police scientifique? Est-ce que c'est un vrai sujet ou un faux sujet, le manque de moyens? Alors pour moi, le manque de moyens, il n'est pas en premier sur les techniques. Il est quand même en premier sur le fait qu'ils sont obligés aujourd'hui de trier les dossiers et ils peuvent pas accorder autant de temps
à tous les dossiers. Et ça, c'est quelque chose qui m'a été dit, moi, quand j'ai fait un livre sur le traitement judiciaire des violences sexuelles et des affaires MeToo. En 2021, j'ai interrogé un certain nombre de policiers, policières, de magistrats, magistrates, avocats, avocates, et ce qui ressortait, c'est, en tout cas, côté policier, côté enquêteur, combien, finalement, je me rappelle de ce policier qui me dit, on est obligé de faire un tri des dossiers, je peux pas vous dire qu'on traite autant chaque dossier. Je peux pas vous dire qu'on a le temps sur chaque dossier de faire l'enquête d'environnement qui doit être faite, d'interroger tous les témoins, les confidents, les anciennes compagnes du mis en cause, etc. Il dit, je peux pas vous le dire que c'est le cas parce que c'est pas le cas. Il trie les dossiers et notamment, il y a un filtre important qui se fait à la première étape, celle du parquet. À l'enquête préliminaire, c'est là que un gros écrémage est fait. Et ceux qui sont le plus classés, c'est notamment les viols conjugaux, les affaires où il y a un état d'alcoolisation, alors que c'est un facteur aggravant, mais typiquement des soirées où il y a au sein de la bande d'amis ou dans la soirée d'amis un viol qui a lieu sous alcool de part et d'autre. Ça, c'est beaucoup de dossiers qui sont classés, ou des dossiers où la personne elle a dit oui, puis elle a dit non, puis elle a dit oui, voilà, alors qu'on a le droit de dire oui, non, enfin voilà, c'est le consentement. Donc il y a aussi ce tri qui est fait dans les dossiers, mais par ailleurs concrètement, il y a plein de magistrats policiers qui veulent bien travailler et qui sont dépités de devoir classer sans suite ou de devoir ne pas investiguer assez les choses. Mais pour donner des exemples concrets, des choses qu'on voit dans d'autres types de crimes et délits et qui ne sont pas assez faits, parce qu'il y a des crimes et délits où on peut déployer quand même tout le code de procédure pénale, ce qu'on ne fait pas dans les violences sexuelles. Alors, placement sur écoute, et notamment quand il y a des réseaux de pédocriminalité ou qu'il y a quand même des potentiels violeurs en série. Les réquisitions de mails ou de téléphonie, elles sont pas du tout automatiques. Moi, j'ai plein de dossiers, notamment non médiatiques, où les avocates, ils bataillent pour avoir ça. Il y a tout un tas de choses qui ne sont pas faites. Et d'ailleurs, on le voit même dans la procédure qui a été classée concernant Patrick Bruel en 2019. Il y a certaines plaignantes pas auditionnées. On a juste leur plainte. Je pense à celle en Suisse. On a aussi Patrick Bruel, la première fois, qui est en concert à Châlons-en-Champagne au moment où la masseuse corse fait un signalement. Bon, la gendarmerie locale lui demande de venir pendant 1 heure. C'est rapide, et puis au revoir. Donc c'est un petit peu déstabilisant tout ça. Donc il y a ces moyens, mais il n'y a pas que ces moyens, il y a aussi les pratiques. Et il y a aussi ces lectures de dossiers. Je pense que la justice, elle est comme la société, elle évolue et elle n'est pas non plus un temple isolé de la culture du viol, elle est à l'image de toutes les institutions qui composent ce pays. C'est ce qu'on dit dans cet article avec Lénaïque Bourdeau et Mathilde Mathieu, hein. Les institutions que sont la famille, l'école, les syndicats, les partis politiques, etc. Donc elle est à l'image de tout ça et elle est empreinte aussi encore de stéréotypes comme nous on peut l'être. Et donc je crois que aujourd'hui ce dossier par exemple Bruel 2019, il n'est plus lu de la même manière. Et pourtant 2019 c'était pas il y a 20 ans, c'est ça qui est frappant. Donc en fait, en résumé, il y a les moyens, évidemment, et c'est évident. Il faut plus de moyens, vu le nombre de plaintes qui sont déposées, puisqu'on le raconte dans cet article, mais jamais la justice n'a été autant saisie en matière de violence sexuelle. C'est un peu le paradoxe, elle est très décriée, mais en même temps, elle est beaucoup saisie. Depuis MeToo, le seuil de tolérance, et c'est heureux, des gens a baissé sur les violences sexuelles, donc il y a davantage de plaintes. On va porter plainte pour des agressions sexuelles pour lesquelles on ne portait pas plainte avant, parce qu'on estimait que c'était pas un sujet, qu'on estimait qu'on n'avait pas le droit de porter plainte pour ça, qu'on ne le savait peut-être même pas. Donc il y a plus de plaintes, il y a plus de classement, donc il y a les moyens. Mais il y a les pratiques. Et les pratiques doivent évoluer, la lecture de ces dossiers, la compréhension de ces dossiers. Parfois, il y a tous les éléments et on ne sait pas faire le puzzle. Voilà. Par exemple, étayer le préjudice sur une plaignante, le préjudice par rapport au fait qu'elle dénonce, c'est quelque chose qui peine encore à être fait. Une gamine dont les résultats scolaires se sont écroulés, qui s'est isolée ou qui a pris du poids ou perdu du poids, qui commençait à avoir un comportement qui change, etc. Mais ça doit alerter quand il y a des accusations en parallèle ou quand il y a des dénonciations en parallèle. Cette question de Ziggy, mais sans preuve matérielle, la justice ne peut rien faire? Oui et non. Alors, si tu attends trop, entre guillemets, et qu'il n'y a plus de preuves matérielles. Alors, sans preuve matérielle, si on estime qu'il faut la vidéo, par exemple, d'un viol qui est dénoncé, etc., oui, je vous confirme qu'on l'a rarement. Mais dans ces affaires où les preuves matérielles peuvent manquer, je dis pas absentes, mais peuvent manquer, c'est l'accumulation des témoignages similaires avec ce qu'on appelle un mode opératoire similaire et aussi des conditions qui favorisent le passage à l'acte ou des lieux qui reviennent, etc., qui peuvent faire, si ce n'est la preuve ultime, en tout cas le faisceau d'indices gravés concordants dont a besoin la justice pour condamner dans ces affaires. Et
Il y a le préjudice qui doit être étayé. Il y a les similitudes entre les témoignages, notamment sur des éléments qui sont pas forcément dans la presse d'ailleurs pour les affaires médiatiques, qui doit être étayé. Et surtout, on éclaire les conditions de la révélation. La justice va aller voir dans quelles conditions la personne en a parlé en premier. Si la personne, elle en a parlé, je prends un cas notamment d'inceste, par exemple, si la petite en a parlé déjà très tôt à sa copine de l'école, mais qu'en fait elle l'accuse 20 ans plus tard, son père, son oncle ou son grand-père, en fait on va se pencher sur le fait que non, elle l'avait dit à 8 ans à sa copine de CE2 ou je ne sais pas quoi. Voilà, et c'est pareil pour les affaires actuelles en fait. Dans quelles conditions ça émerge? Alors il arrive souvent, enfin il arrive parfois en tout cas, que les plaignantes ne disent pas tout, par exemple à leur conjoint ou à leurs proches. Certaines disent qu'elles ont été embêtées, qu'il y a une agression sexuelle, mais qu'elles ont pu s'enfuir. Elles disent pas tout de suite, par exemple, que c'est allé jusqu'au viol. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve dans beaucoup d'affaires. Parce qu'il y a de la honte, parce qu'il y a de la culpabilité, parce que parfois elles pensent que le mari va être jaloux alors qu'on parle d'accusation de viol. Enfin, c'est des choses aussi basiques que tout ça. Je crois que l'évolution de la société là-dessus va faire beaucoup dans le fait que la parole va être possible plus tôt et entendue surtout plus tôt, parce que parfois elles ont tenté de dire et on ne les a pas entendues, les perches n'ont pas été saisies. Voilà. Donc voilà, les conditions de la révélation, le préjudice, les témoignages nombreux, les confidents, les témoins, enfin... Tout ce puzzle, ça fait beaucoup de choses. Puis il y a des messages parfois quand même. Dans le cas d'Adèle Haenel, il y avait des lettres envoyées par Christophe Rougia qui ont été retrouvées. Il y avait des recherches Google sur des sites porno très évocatrices qui ont été retrouvées dans son ordinateur qui a été perquisitionné. Voilà. Mais il faut les faire, les perquisitions, il faut les remonter, les trucs de téléphonie. Enfin, voilà. Et ça, c'est pas toujours fait dans tous les dossiers. Une question de Apapax. Est-ce qu'il y a des statistiques sur ces pratiques et croyances sexistes parmi les forces de l'ordre? Je crois pas. Alors, il y a une super étude qui a été faite par la sociologue Océane Perona. Je crois que j'en ai déjà parlé sur Twitch. Oui. C'est une sociologue qui a fait une grosse étude dans un service de police judiciaire d'une grande agglomération. Et c'est très intéressant parce qu'elle montre vers quel dossier préfèrent se tourner avec plus d'enthousiasme les policiers, quel dossier on se refile, etc. Et en gros, on est plus motivé par la traque du violeur inconnu, qui est quand même un cas sur 10, que par l'affaire du proche ou par l'affaire dont je parlais tout à l'heure de une soirée, une bande de jeunes, un viol qui a lieu, tout le monde est alcoolisé, etc. Ou le viol conjugal. Et elle dit que les viols conjugaux sont justement les moins investigués. Donc, cette étude-là, elle est bien parce que forcément, elle retrace, elle croise la question des stéréotypes. Et c'est là où, parfois, on dit il faut que les policiers soient formés. Et bien sûr, il faut qu'ils soient formés. Mais ça ne suffit pas à détricoter une éducation, une idéologie à l'œuvre. Depuis 30 ans, on est tous empreints de nos éducations, de nos préjugés, de nos stéréotypes. Et voilà, donc... Il faut des policiers spécialisés qui ont l'habitude, qui peuvent savoir que une plaignante qui se met à rigoler lors d'un dépôt de plainte, c'est aussi quelqu'un qui peut être totalement en état de stress post-traumatique. On a parfois un décalque très stéréotypé sur ce qui doit être la bonne réaction d'une plaignante. Alors qu'en fait, le principe même de ces violences, c'est d'être dans la confusion, qu'il y a parfois des dépôts de plainte. Je me rappelle dans l'affaire Luc Besson, la plaignante avait déposé plainte quelques heures après le viol qu'elle dénonçait, et elle était en état de choc, et on s'en rend compte à la lecture de son PV. Et visiblement, ça n'a pas du tout été pris en tant que tel. Alors parfois, il y a des psychologues au commissariat, mais ils sont pas toujours disponibles, ils sont en sous-nombre. Enfin, c'est là où la chaîne pénale explose de partout. C'est un manque d'experts, un manque de psy, un manque d'associations parce qu'ils n'ont pas non plus les moyens, et puis de policiers, de magistrats. Enfin, voilà. Donc c'est compliqué. Je rattrape un peu vos remarques, Salami 3529. Quand on voit le cas habitant, on se demande ce qu'il faut pour condamner. Chez Zen, l'affaire du Trou avait déclenché un énorme séisme en Belgique et des réformes profondes, en particulier la fusion des polices qui se faisaient la guerre et entravait la coopération. J'espère que le timing rapproché des affaires Liana et Bruel aura des effets réels sur la durée. Sarman Lord, le récit de la victime de l'affaire Laurent Bigorne montre très bien que heure par heure, la mauvaise prise en charge de sa plainte, le manque de réactivité des autorités permettent la perte des preuves. Ouais, mais dans ce cas-là, c'est intéressant parce qu'en fait, justement, cette femme, ce qu'elle raconte, c'est qu'elle a été bien conseillée par quelqu'un qui lui dit, il faut que tu ailles faire des analyses sanguines, toxicologiques. Et elle a pu montrer et avoir cet élément d'analyse concrète, toxicologique. Et ça,
Combien de personnes le savent, et Sandrine Josso, la députée qui a dénoncé aussi la soumission chimique de la part d'un sénateur, elle raconte typiquement ça, qu'elle aussi, en fait, on l'a bien informée, que le soir même, on lui a dit, faut que tu fasses une analyse. Combien de personnes le font, combien le savent déjà et combien le font. Donc c'est pour ça qu'en fait, il faut de la pédagogie, et je pense que les médias y participent, évidemment. Et je remonte parce qu'il y avait une question assez intéressante sur le poids médiatique. Alors, où est-ce que je vais la retrouver, cette question? C'était ta question, voilà. Léo Lao. Bonjour, n'y a-t-il pas un risque à se concentrer sur des figures extrêmement médiatiques qui pourraient in fine faire oublier la dimension structurelle et malheureusement extrêmement courante des VSS? Merci pour votre travail. Alors, on entend le plus parler des affaires médiatiques qu'on sort, mais je vous rassure, on passe notre temps à publier au journal, Sarah Brett, Mathilde Mathieu, Lénaïque Bredou, moi et d'autres d'ailleurs, des tas de sujets dans lesquels ni le mis en cause, ni la plaignante, ni les plaignantes ne sont connus. C'est simplement que vous en entendez moins parler parce que les médias reprennent moins. Moi, je donne un exemple qui me concerne. J'ai travaillé pendant, je crois, au moins une année sur une affaire dans le périscolaire avant d'ailleurs qu'on en parle, c'était en 2019-2020. Publié en 2020 sur l'école Paul Dubois à Paris. Ça a été un énorme boulot qui m'a pris franchement beaucoup de temps avec Patricia Neves, qui est aujourd'hui notre correspondante aux États-Unis. Évidemment que ça n'a pas eu le même impact qu'un article sur Adèle Haenel ou que l'affaire Depardieu ou que l'affaire Bruel, c'est évident, mais on le fait ce travail. Et en plus de ces histoires individuelles pas connues qu'on raconte aussi, il y a tout un travail qu'on essaie de faire à Mediapart de pédagogie. Je pense que tu le trouveras en mettant la faillite, pédocriminalité des institutions, parce que c'était l'école Paul Dubois. Mais notre moteur de recherche est pas formidable, mais sur Google, c'était l'école Paul Dubois, et donc on fait aussi beaucoup d'articles de pédagogie sur ces sujets qui sont pas des articles de scoop, de révélation, mais qui essaient d'expliquer un petit peu tout ce qu'on dit là depuis une heure en fait, d'expliquer comment fonctionnent les réactions qui peuvent accompagner les violences sexuelles, combien en fait on continue de taire ces violences alors que même que toute la société unanimement condamne ces violences. Et c'est le paradoxe de tout ça, c'est qu'en fait vous demandez aux gens, tout le monde est contre le viol évidemment, que tout le monde veut que ça cesse les violences sexuelles, et en même temps quand les gens dans leur entourage, dans leur famille, dans leur entreprise, dans leur bande d'amis, etc. sont confrontés à des affaires de violences sexuelles et à des accusations, souvent le problème devient la victime. C'est la victime qui devient un problème. Et ça c'est quelque chose qui doit encore changer, je pense. On a toujours quelque chose à dire sur la manière dont elle a réagi, sur la manière dont elle se comporte, etc. C'est beaucoup moins le cas sur le mis en cause. Je revois ces articles, je vous déconseille d'aller voir les commentaires, parce que de mémoire, c'était à vomir les réactions, sachant que l'article... Voilà. Alors, il y avait deux volets. Il y avait la faillite des institutions, et notamment la mairie de Paris, et puis il y avait le fiasco policier. Donc, il y a un autre article sur le fiasco policier. Vous envoyez le fiasco policier, mais je ne trouve point celui sur la mairie. Non, c'était celui-là que tu viens d'envoyer sur le... Non, et le fiasco policier, il est là-haut. Voilà. Moi, je l'ai envoyé, c'est lui. Et la faillite des institutions, je crois que c'est celui-là. Enfin, il y avait deux volets, puis on avait interviewé aussi on a fait une émission avec l'avocate des plaignantes de toutes ces familles, Marie Grimaud, dans notre émission. Et ce qui est fou, c'est qu'on était en 2020. C'est une affaire donc du coup pas du tout connue, il n'y a personne de connu dans cette histoire, c'est une école maternelle du 3e arrondissement de Paris. Et aujourd'hui, on est en plein dans ce boom d'affaires du périscolaire et notamment à Paris. Donc voilà, donc j'essaie de vous dire qu'on fait aussi des affaires. Moi, je travaillais sur une affaire qui concernait d'anciens scouts qui ont mis en cause un policier qui était leur ancien chef scout. Et cette affaire, on y a mis beaucoup d'énergie aussi, Sophie Boutboul, puis moi, etc. Et elle raconte tellement de choses alors qu'il y a personne de connu. Donc on les fait ces articles et on essaie justement de montrer que bien sûr ça ne concerne pas que des gens connus, que bien sûr c'est pas dans un univers qui serait un peu ces dégénérés du cinéma et de la musique qui prennent des drogues et qui sont dans d'autres pratiques. Non, c'est partout les violences sexuelles, dans tous les milieux bourgeois, mais les milieux populaires, etc. Il faut continuer de redire ça, c'est dans toutes les religions, etc. Et ça, je crois qu'on n'a pas fini de faire cette pédagogie à Mediapart. Et ailleurs. Génétique vidéo, je ne lis jamais les commentaires, je n'ai pas toujours le courage de lire les enquêtes de VSS parce que ces crises d'angoisse, ça fait ressortir des choses. Force à toi. J'ai l'impression qu'il y a des remarques, mais on a fait un peu le tour des questions, sauf que j'en ai loupé. Et en fait, Émilie, j'ai envie de poser ta question. Est-ce qu'il va vraiment avoir un suivi psy? Mais comme il n'y a pas de contexte,
Je ne sais plus à quoi tu faisais référence. Dans le contrôle judiciaire de Patrick Bruel, il faut il faut qu'il montre que il suit un suivi psychologique. C'est quelque chose qu'on avait eu dans l'affaire Rougia, l'agresseur d'Adèle Haenel. Et d'ailleurs, je me souviens que ses avocats avaient demandé que cet élément soit supprimé du contrôle judiciaire. Ils avaient fait valoir, qu'il n'en avait pas besoin ou que c'était pas justifié. Enfin, nous, on en avait fait état dans un article notamment, et donc ça avait été toute une bataille judiciaire. Là, ça figure au contrôle judiciaire de Patrick Bruel, donc il va falloir qu'il justifie de soins psychologiques. Voilà. Dans ces cas-là, c'est la justice qui te préconise un soignant, ou tu vas voir qui tu veux et après tu... Non, il me semble qu'il faut qu'il justifie tout simplement qu'il y a bien un suivi, avec, j'imagine, des attestations de psychologues ou de psychiatres, j'imagine, de la même manière qu'il n'a pas le droit de se rendre dans des salons de massage, qu'il n'a pas le droit de quitter le territoire et qu'il n'a pas le droit d'approcher les plaignantes. Il y avait une question un peu plus haut, désolée, du coup, je ne me souviens plus du pseudo. C'était, est-ce qu'il est possible de faire une class action comme font certaines victimes aux États-Unis, c'est-à-dire se regrouper à peut-être une centaine de personnes pour demander une réparation? Alors là, on est sur l'action au pénal, mais elle pourrait aussi, à un moment donné, mener une action au civil. C'est possible. Dans l'affaire, on en a parlé ici, mais dans le volet français d'Epstein, sur l'affaire de Jean-Luc Brunel, qui est soupçonné d'être le rabatteur d'Epstein en France, enfin d'avoir été, il est décédé aujourd'hui. Alors même qu'il est décédé, les plaignantes ont mené une action pour obtenir réparation et la reconnaissance d'une faute au civil. Alors du coup, c'est ses héritiers qui sont visés parce qu'il est mort, mais c'est quelque chose qui peut arriver de la même manière que certaines aussi attaquent l'employeur, etc. Souvent, ce que veulent beaucoup de plaignantes, et je dis souvent, mais il y en a aussi qui veulent qu'il aille en prison, hein, mais souvent, il y en a qui veulent surtout qu'on reconnaisse, si ce n'est les faits, au moins la faute, qu'il y ait une reconnaissance quelque part d'un statut de victime. Je dis pas que toutes le veulent, mais qu'une partie le veulent, et que le civil permet aussi ça. Alors le regroupement ensuite de 100 personnes, ça je sais pas, ça se fait au gré de dossiers qui sont un peu massifs, ça peut arriver, mais là on est surtout dans des affaires pénales qui ont déjà du mal à survivre, hein, parce que même quand on est nombreux, c'est pas gagné. Là il y a le cas de la prescription qui va beaucoup se poser dans cette affaire et qui se pose déjà, puisque un témoignage pour lequel le parquet demandait la mise en examen, celui de Séverine qu'on a révélé, qui dénonce un viol en 2000 en marge d'un concert à Grenoble, eh bien, il a été écarté par les juges en raison de la prescription. Ça va être une bataille. Son avocate va faire valoir tout un tas de choses et la sérialité. Donc, on constate d'office l'acquisition de la prescription. Exactement. Voilà. Donc ça, c'est sur le cas de Séverine qu'on a révélé. Voilà, elle va se battre et son avocate aussi, parce qu'en fait, il s'agit pas seulement d'elle. Derrière, il s'agit de tout un tas de témoignages qui sont potentiellement plus anciens. Et la question de la prescription va se poser. L'avocate de Séverine, qui est aussi celle de Flavie Flament, maître Corinne Herman, explique que, selon elle, la sérialité permettrait de faire sauter le verrou de la prescription, et elle montre, avec tous les éléments du code pénal qui ont évolué, hein, l'allongement des délais de prescription au fil des années et les jurisprudences en matière d'affaires criminelles, elle montre aussi que ça, ajouté à la sérialité des dossiers, ça pourrait permettre, selon elle, de faire sauter la prescription. Pour l'instant, les juges n'ont pas considéré que ce témoignage, que cette prescription pouvait sauter avec la sérialité. On verra la suite. On verra le recours de cette avocate, on verra la suite. Mamareko, je lis ton message. J'étais à l'œil j'ai remis les règles, donc tout message propos discriminants, racistes, là je pense à antisémitisme ou autre, sera supprimé. Bonjour Patrick Bruel, c'est son vrai nom, ou un nom d'artiste, cela a-t-il une importance? Je te laisse répondre, mais je pense que clairement ça n'a aucune importance, que ça soit son pseudo ou pas. Ça n'a pas une importance sur l'enquête qu'on fait, sur tout ça. Il s'est toujours fait appeler dans l'espace public en tant qu'artiste, en tant que comédien, Patrick Bruel. Donc on s'en fiche un peu du reste. Ça n'apporte pas d'informations, il me semble, par rapport à ce dont on parle aujourd'hui et les faits dont il est accusé. Voilà, c'est un acteur, un artiste, un chanteur, et il a toujours usé le nom de Patrick Bruel. Il y avait une question un peu plus haut, vu que là il va être donc entendu en France. Est-ce que c'est possible qu'il y ait également des procédures en Belgique et en Suisse, parce qu'il y a des personnes... Alors, il y a une plainte qui est déposée en Belgique au parquet de Bruxelles et qui, justement, a été transmise aussi, de la même manière que la Suisse avait transmis un témoignage en 2019, ça a été transmis à Paris. Il n'empêche pas qu'il y ait des procédures aussi dans d'autres pays, évidemment. À Montréal, il y a eu aussi une plainte, au Québec.
Donc il peut y avoir des procédures à l'étranger, mais en tout cas là, ça a été quand même beaucoup regroupé au parquet de Nanterre, et je crois que notamment, je suis sûre que Karine Wieser, parce qu'elle l'a dit, est très contente que sa plainte à Bruxelles soit aujourd'hui dans la procédure à Nanterre, qu'elle vienne ajouter sa voix à celle des autres, même si la justice, elle va regarder chaque cas individuellement. C'est-à-dire que bien sûr, elle va voir les similarités entre les témoignages, mais elle va regarder chaque cas individuellement. Est-ce qu'il y a des éléments pour étayer les dénonciations sur chaque cas? Pour l'instant, Karine Wieser, elle a obtenu la mise en examen de Patrick Bruel sur la plainte qu'elle a déposée. Et c'est assez intéressant, sa plainte a été requalifiée d'agression sexuelle à tentative de viol. Et elle m'a dit combien ça avait été un soulagement de voir que la justice mettait les mots à la mesure de ce qu'elle avait dénoncé, parce que elle, ça a été très choquant en marge d'une tournée promotionnelle pour un film. Et attachée de presse, Karine Wieser, elle dit qu'il lui aurait Patrick Bruel sauté plusieurs fois dessus, et notamment dans les toilettes où ça a été très violent pour elle. Et donc aujourd'hui, elle se félicite que la justice ait requalifié en tentative de viol sa plainte, les faits qu'elle dénonce, et que actuellement elle a obtenu le statut de mis en examen. Alors c'est pas fini, Patrick Bruel, encore une fois, est présumé innocent, il conteste les faits, il va se défendre dans la procédure, mais c'est déjà pour elle une étape. Sur la sérialité, on a une remarque de Zinzi Mulette. Il me semble que la sérialité n'a pas été retenue pour Bétarame et donc les plaintes prescrites. Et une question d'Araptoptase. La répétition des agressions en fait un serial pour la justice. Cela a-t-il une importance? C'est exactement ça, non? La sérialité. Pardon, j'ai pas compris. Elle est où la question? Elle est là. Est-ce que le fait de répéter une agression, c'est ça qui fait la sérialité? Oui, c'est quand vous êtes multi-accusé de violences sexuelles. Et un avocat me disait un jour, là je sors de l'affaire Patrick Bruel, hein, je parle en général, mais un avocat me disait un jour, c'est marrant comme on entend beaucoup plus l'idée qu'il peut y avoir des tueurs en série, et que pour les violeurs ou les agresseurs, on dit rarement violeur en série ou tueur ou agresseur en série, alors même qu'un agresseur fait rarement qu'une victime. Et c'est vrai que souvent, dans les affaires sur lesquelles on travaille, on trouve quand même souvent d'autres victimes. Je pense que la seule exception que j'ai eue dans mes enquêtes, c'est l'affaire d'Adèle Haenel, où il y avait qu'une plaignante, mais dans la plupart, PPDA, Depardieu, etc., on voit qu'une fois qu'une personne a porté plainte ou une fois qu'on a eu un témoignage, il y en a d'autres qui arrivent. Et c'est pareil sur des cas non médiatiques. Il y a souvent des modes opératoires, il y a souvent des conditions de passage à l'acte, une situation de pouvoir, etc., qui favorise ce passage à l'acte là. En tout cas, c'est l'usage qu'en font un certain nombre d'agresseurs qui sont effectivement des agresseurs en série. Donc quand on parle de sérialité, c'est effectivement une série de faits qui sont dénoncés. C'est exactement ça. Cette question, je pense que tu as répondu 1 millier de fois, mais je vais la poser néanmoins. De qui il vit, question perso. Vous faites comment pour gérer d'un point de vue personnel toutes ces affaires de VSS? Perso, à l'énumération, j'ai envie de vomir. Alors oui, c'est mon sujet de travail, donc c'est un peu comme la même manière que j'ai traité l'extrême droite pendant 15 ans avant, c'est qu'au bout d'un moment, ça devient votre sujet d'étude, il y a une distance que vous mettez. Après, on reste des humains. Il y a évidemment des journées, et notamment dans cette enquête, où j'ai enchaîné plusieurs heures d'entretien du matin au soir avec des victimes de viol en pleurs. Et notamment dans cette affaire, il y a eu une journée où il y a eu des femmes qui étaient très émues, très ébranlées, parce que cette affaire, elle réveille aussi beaucoup de choses, beaucoup de traumatismes, et que vous êtes les éponges de ça. C'est-à-dire que vous n'êtes pas leurs avocates, vous n'êtes pas leurs psychologues, et elles le savent très bien. Mais vous emmagasinez toute cette souffrance, c'est sûr, et vous êtes le réceptacle de tout ça. Mais pour mettre une note un peu plus positive, on se dit souvent ici, notamment avec Lénaï Bredou, avec Sarah Brett, combien ce travail reste enthousiasmant parce qu'il se passe des choses quand même. C'est quand même un domaine sur lequel, quand on publie des enquêtes, on peut pas dire qu'il se passe rien du tout. C'est qu'elles sont quand même lues. Ça circule quand même, et que même si la justice s'en empare pas toujours, même si la société s'en empare pas toujours, il se passe quand même des choses. On peut plus dire qu'on ne savait pas, puisque c'est écrit dans le journal, elles ont témoigné, leurs témoignages recoupés sont dans nos articles, et que pour elles, c'est quand même une étape. Donc c'est quand même assez, si ce n'est enthousiasmant, en tout cas plutôt positif, et l'idée qu'il se passe quand même quelque chose, et notamment depuis MeToo, et puis je crois qu'on participe à la pédagogie de tout ça, donc voilà. Après, pour finir de répondre, on a Mediapart à disposition, et pas seulement sur le sujet des violences sexuelles, mais sur tous les sujets qu'on peut traiter qui peuvent être violents, que ce soit les attentats, que ce soit les violences policières, les discriminations et que sais-je. On a une psychologue à disposition qu'on peut appeler. Voilà. Donc on a ce secours-là, et puis entre nous, on se parle. Si ça va pas bien, si on a été ébranlé, enfin c'est évidemment difficile en fait. Donc bien sûr qu'on a ce soutien collectif, et puis bien sûr qu'on peut avoir cette psychologue qu'on peut tout à fait appeler.
Mais merci pour vos messages. Je les lis, les filles au chien. Vous faites avancer toutes les mentalités grâce à votre travail. Merci beaucoup. C'est Merci à vous. impressionnant avec un vrai résultat. Bravo à vous de Ronan Guénou. C'est le moment où on dit abonnez-vous, parce qu'en fait, nous, on se l'est dit quand même ce matin avec Lénaïque Bredou, c'est que, en fait, 7 ans d'enquête, comment on peut le financer? On peut le financer parce que on a des lecteurs et des lectrices qui s'abonnent. En fait, je dis ça sans langue de bois. C'est vraiment le moment abonnez-vous, parce que, en fait, concrètement, on a pu faire cette enquête Bruel parce que on a des abonnés formidables, des lecteurs et lectrices qui s'abonnent, et c'est grâce à ces abonnements qu'on peut passer tout ce temps d'enquête, parce que là, on a une enquête qui sort, mais souvent, assez souvent, on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas assez. Parce que ça traîne, là ça a mis 7 ans, on n'y arrive pas toujours, on a du mal à étayer, à recouper toujours les faits, et des fois ça prend du temps, des fois on n'y arrive pas, donc en fait c'est ce temps d'enquête, ce temps long, tous les médias ne l'ont pas, et on l'a parce que vous vous abonnez, quoi, voilà. C'est le petit moment abonnez-vous. Le petit moment abonnez-vous, je vous ai mis le son, je sais pas pourquoi la commande n'a pas marché. Tout à fait, seuls les lecteurs peuvent nous acheter, tu peux le faire avec la grosse voix même si tu veux. Mais ça c'est un vrai quand même, c'est un vrai super slogan. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter et nos lectrices. Mais oui, quelqu'un dit les lectrices. Alors je le refais. Seules les lectrices peuvent nous acheter. C'est la fille au chien. J'ai reçu un abonnement chez vous en cadeau de Noël. Eh ben c'est bien. Moi je le dis super. Cadeau de Noël. Rêve, je suis abonnée depuis 2 ans et au départ justement pour les enquêtes VSS. Je ne regrette pas. Merci pour votre soutien. Merci beaucoup. Peut-être, Foxtance, quand on commence ces enquêtes, est-ce que c'est pas tentant de publier un peu trop rapidement pour éviter que l'accusé fasse plus de victimes au détriment de la qualité de l'enquête? Alors non, on essaie de pas lésiner quand même sur sur nos standards, sur nos règles qui ne sont pas figées dans le marbre, mais on sait à un moment donné quand est-ce qu'on a assez ou pas. Là, moi je savais qu'en publiant 8 témoignages au mois de mars, aujourd'hui 8 témoignages ça paraît pas beaucoup, mais à l'époque c'était quand même énorme d'arriver déjà à publier ça, et je savais qu'ensuite on aurait d'autres choses. Il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, il faut pas lésiner sur la solidité de l'enquête, mais aussi pour une raison simple, c'est qu'en fait sinon celles qu'on met en difficulté, c'est les femmes qui témoignent dans cet article. Si on publie une enquête qui n'est pas assez béton, qui peut être attaquable, et en fait on met en difficulté pas seulement nous, mais aussi ces femmes. Donc non. Après, je crois que les femmes elles-mêmes, elles ont conscience de ce que vous dites sur le fait que la personne qu'on mettrait en cause dans nos articles pourrait faire d'autres victimes potentiellement. Je parle en général d'ailleurs. Et ça, c'est en général le premier moteur de la parole. Enfin, le premier, c'est d'appuyer celle qui a déjà parlé. Parce que les personnes disent, il m'est arrivé la même chose, donc je sais qu'elle dit vrai. Et le deuxième moteur, c'est de se dire, mince, j'ai pas parlé à l'époque, il s'est passé des choses ensuite, visiblement, il y a d'autres femmes qui ont témoigné là depuis. Donc en fait, il faut que je parle maintenant pour que ça s'arrête. C'est vraiment ce qu'on entend, c'est parler pour que ça s'arrête. Voilà. Donc on compose avec tout ça, et puis on prend le temps qu'il faut quand même. On a fait cette émission un peu de beauté. J'ai pas eu le temps de te demander tes recocultures. Est-ce que tu en as ne serait-ce qu'une ou pas Alors, il se trouve que cette semaine, j'ai fait la matinale de France Culture avec Pauline Chanu. Ah mais oui, on en a parlé avant que t'arrives, en plus. Qui a fait un super livre et qui a fait d'ailleurs dans cette matinale une super intervention parce qu'on parlait du recueil de la parole des femmes et aussi de l'hystérisation des femmes, les stéréotypes sur les femmes. Et son livre est super, et je crois qu'elle a fait aussi d'ailleurs un documentaire. Donc aujourd'hui, et c'est totalement à propos vu le sujet, voilà, il est là le livre. Sortir de la maison hantée. Voilà. Je recommande évidemment, et je trouve que c'est important de parler de tout ce qu'on attend des femmes, ce qui doit être la bonne réaction, et de comment on hystérise la parole des femmes et comment on décrédibilise la parole des femmes souvent, et notamment dans ces affaires, mais pas que. Ça rejoint le sujet du gaslighting, ça rejoint des sujets passionnants. Voilà, elle a fait un gros boulot, donc ça sera ma reco au débouté, quoi. Voilà, à préparer. Merci beaucoup pour ta reco. Merci encore une fois pour ta présence ce soir. Alors voilà. Merci à tous et à toutes pour vos questions qui sont toujours pertinentes. T'as vu, hein? Ouais. Une fois de plus, des gros messages supprimés pendant 2 heures de stream sur un sujet aussi sensible. Vraiment, merci à vous. Merci Nordom aussi Le Groc pour ta reco. Donc il y a deux grosses interviews d'elle, donc de Pauline Chanu sur YouTube. Ouais. N'hésite pas, exactement. Avant qu'on se quitte, juste je vous recommande le dernier podcast de Pascal Pascarello sur un fil. Absolument. Avec un angle qu'on traite rarement, je trouve. Je vous ai mis la description. Donc, dans cette série de podcasts, des personnalités au destin hors norme croisées au détour de nos enquêtes racontent pour la première fois, il manque un mot, leur situation exceptionnelle, leur position souvent secrète tient à un fil, la moindre imprudence peut les faire
tomber, et parce qu'elle explique bien à quel point du coup il y a des précautions qui sont prises pour les protéger. Donc je vous invite à l'écouter. Énorme travail de Pascal Bascariello qui travaille au service enquête avec nous et qui a beaucoup travaillé pour tout ça. Donc vraiment allez voir, allez écouter. Et la promo de 2 newsletters complètement gratuites, je vous mets les liens si vous avez envie de vous d'y souscrire. Donc la newsletter, c'est gratuit pour c'est gratuit. Tu en as parlé plusieurs fois pour avoir les coulisses d'enquête de travail de Mediapart. C'est un peu la version écrite de Abonnez-vous. Et une newsletter pour tous tests tenue par Léna Hig. Exactement. Allez-y, allez lire et c'est super. N'hésitez pas. Vous retrouvez Host vendredi et moi lundi prochain, bien sûr, pour un nouveau numéro. Tout sera en ligne sur YouTube. Avant qu'on se quitte, je vous remercie encore une fois. Merci Marie. Merci beaucoup. Merci à tous et toutes. Je vous mets l'écran de fin, mais ne partez pas tout de suite parce que je vais quand même lancer un raid. Bonne soirée et c'est parti pour le raid.